Bienvenue à cette rencontre autour du thème la critique de cinéma sur Internet. Nous avons quatre intervenants que je vais de ce pas vous présenter. Et ensuite, on fera une petite introduction et on rentrera dans le vif du sujet avec chacun. Alors, à ma droite, Christophe Chauville. Christophe Chauville est critique de cinéma, spécialiste de courts-métrages. Il écrit pour la revue Bref, pour beaucoup d'autres revues. Il a été rédacteur en chef du magazine Repérage, magazine sur le court-métrage. Voilà, c'est un des spécialistes. Et le cinéma en général. Oui, merci, merci. C'est voilà, un des grands spécialistes du court-métrage, on peut dire, en France. Voilà. Et de la critique. À sa droite, Philippe Gedge, qui est cofondateur du site internet que vous voyez derrière nous. Par abonnement, donc soyez nombreux et généreux. Philippe Gedge est... C'est pas vrai, c'est gratuit. Oui, on avait compris, je crois. Enfin, Philippe Gedge est journaliste et il collabore à des magazines, GQ ainsi que le Parisien Magazine. Il est aussi réalisateur et co-réalisateur notamment du documentaire Marvel Renaissance. À sa droite, Thomas, comment on dit, Destouche ou Détouche? Comme ça se prononce, Détouche. c'est simple en fait. D'accord, d'accord. Alors, Thomas Destouche est responsable éditorial chez Allociné. Il collabore aussi au Daily Mars. Si j'en crois son curriculum vitae, c'est un amoureux du cinéma, un amoureux profond du cinéma. Qui est investi avec Allociné notamment, dans la vie intérieure du cinéma. Enfin, on en parlera plus en détail. Et puis, à sa droite, Oriane Hurard. Oriane Hurard est une personnalité à très multiples casquettes, car elle est déléguée générale de Transmedia Immersive University. Le transmédia, si vous ne savez pas ce que c'est, on va dire, les narrations qui se passent à travers les différents médias aujourd'hui. On vous laisse vous asseoir peut-être. Bienvenue. Alors, donc le transmédia, c'est ces nouvelles narrations d'aujourd'hui. Donc Oriane Hurard est déléguée générale de Transmedia Immersive University. Elle organise un événement qui s'intitule I Love Transmedia. Elle fait partie de la société de production Les Produits Frais. Et elle est aussi programmatrice web et transmédia du festival Tous Écrans, qui est un festival assez important à Genève. Elle est aussi formatrice dans le domaine des nouveaux médias et du transmédia à l'INA, à la Sorbonne Nouvelle, à l'école des Gobelins. Voilà, une spécialiste de ce qui se passe sur le web et de ce qui se passe aujourd'hui en termes de création et d'usage. Alors, la critique de cinéma, c'est quelque chose finalement d'assez ancien. Hein. Dès l'existence du cinéma, dès l'apparition du cinéma, eh bien, on en a parlé. Il me semble que aujourd'hui, la critique de cinéma est peut-être encore plus importante qu'avant. On demandera l'avis de chacun sur le sujet, mais je vais donner le mien. D'ailleurs, moi, je m'appelle Benoît Labourdette et je suis cinéaste, producteur, fondateur du festival Pocket Film et expert dans le domaine des nouveaux médias. Je fais aussi beaucoup de formations, etc. Je disais, la critique de cinéma, me semble-t-il, est encore plus importante aujourd'hui parce qu'il y a
vraiment des effets communautaires, comme on dit, hein, des lieux d'échange sur Internet autour des critiques. Mais qui est critique? Qu'est-ce que c'est que la critique? On va le voir. Et on sait très bien à quel point aujourd'hui, il y a, on va dire, deux types de cinéma. Il y a un cinéma commercial avec des budgets promotionnels qu'on voit apparaître publiquement sous forme d'affichage et autres campagnes publicitaires. Et puis, il y a un cinéma différent, beaucoup plus fragile, beaucoup moins visible en termes promotionnels, et dont l'existence publique va dépendre beaucoup plus de la critique, des échanges qui se passent autour de lui. C'est pourquoi je crois enfin, qu'il y a vraiment des enjeux très 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 importants à la critique, d'autant plus qu'il existe des initiatives comme par exemple I Like Cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez I Like Cinéma, mais c'est quelque chose qui est proposé en France depuis 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, où eh bien, ce sont les gens, vous et moi, qui pouvons choisir un film, choisir une salle et finalement devenir nous-mêmes, à partir des échanges et justement de la critique finalement, des avis qui circulent autour des films, programmer nous-mêmes les salles de cinéma. Donc il y a aussi évidemment le téléchargement, la VOD, la vidéo on demand, qui sont des phénomènes, enfin le téléchargement est un phénomène très important. On se rend compte que même sur les plateformes, on va dire, illégales hein, de téléchargement de films, je crois qu'il faut oser parler de ça. Hein. Moi, je n'en ferai aucun tabou, parce que c'est un usage, on le fait tous, donc je crois que c'est important d'en parler aussi. Eh bien, on se rend compte que ces actions a priori malveillantes, en fait, sont le fait souvent d'amoureux du cinéma qui partagent des critiques et qui partagent aussi les liens vers les films eux-mêmes. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de construction économique de ce secteur-là. Il y a des choses comme par exemple Univers Ciné, qui est un site internet vraiment très très bien fait de VOD, avec une éditorialisation, comme on dit, des films. C'est-à-dire que l'avis, la parole autour des films, à mon sens, et le développement de ces paroles-là sont le gage et le garant peut-être de l'avenir, si j'ose dire, du cinéma. Et d'ailleurs, André Bazin, dans les années 50, a posé une question. C'était un critique très important des années 50. Je vous invite, il y a un livre qui est un recueil d'articles d'André Bazin qui s'appelle « Qu'est-ce que le cinéma ?» Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est vraiment extraordinaire et c'est toujours très actuel, même si ça date des années 50. Et moi, je dirais aujourd'hui, où est le cinéma aussi hein. C'est-à-dire que quand je regarde un DVD sur ma télévision d'un film, je suis au cinéma d'une certaine manière, même si je suis chez moi. Donc comment le cinéma trouve aussi ces espaces d'existence. Je crois aussi que l'expérience du cinéma, c'est l'expérience du collectif, hein, c'est être ensemble, partager une expérience ensemble par la coprésence dans une salle. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment pour les films indépendants, les séances qui marchent sont des séances accompagnées, où on va pouvoir dialoguer autour du film, après le film. Donc finalement, cette notion de la critique, pour moi, est tout à fait centrale aujourd'hui dans l'usage des spectateurs, dans la relation des spectateurs au cinéma. Voilà, alors pour une petite introduction, ce que je vous propose, c'est que je vais poser une question, à peu près la même, à tour de rôle, à nos intervenants qui vont y répondre. Voilà, et puis ensuite on partira dans la discussion ensemble et évidemment avec vous. Cette rencontre est filmée, donc on vous invite à poser des questions, mais simplement, quand vous poserez une question, demandez-nous le micro afin que votre question soit enregistrée. Et ça, je trouve ça aussi très, très important et très intéressant que ce moment de partage entre nous puisse être partagé aussi avec d'autres personnes. Alors, Christophe Chauville, ma question, elle est simple, c'est un peu une question point de départ. Qu'est-ce que la critique de cinéma ? Merci de commencer par moi pour répondre à cette question
pas très simple. J'avoue qu'au bout de 20 ans de pratique, je me la pose toujours. Non, sérieusement, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la critique de cinéma en France est morte avec Serge Janet en 1992, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et qu'il n'y a plus eu de production d'idées à ce niveau-là depuis. Ce que je peux dire, moi, sur un plan personnel, parce que critique de cinéma, est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce que c'est vraiment une fonction? Est-ce que des jeunes gens rêvent de devenir critique de cinéma? Je ne suis pas sûr. C'est un peu comme c'est Truffaut qui disait ça. Je crois que tout le monde avait deux professions, la sienne et critique de cinéma. Il y a sélectionneur de l'équipe de France de foot aussi, mais tout le monde pourrait l'être. Enfin, c'est un truc qui paraît tellement évident. Tout le monde peut voir un film et avoir un avis dessus. Moi, ce qui m'a fait venir à l'acte d'écrire et d'avoir envie de le faire, c'est parti de la cinéphilie évidemment, et d'une frustration de ne pas trouver ma place en fait entre la critique entre guillemets qui était plus liée aux revues grand public, qui était plus orientée vers la promotion et qui ne me satisfaisait pas, et de l'autre côté une critique un peu élitiste. Enfin moi je me suis dit à un moment il faut arrêter de lire Première, il faut lire les cahiers du cinéma, et j'avais l'impression de ne pas comprendre, de pas, que c'était pas le film que j'avais vu, et je me dis il doit y avoir une troisième voie, il doit y avoir une forme d'écriture qui puisse jouer le rôle de passeur. Donc moi mon rôle je le compare à, et c'est complémentaire, des organisateurs de festivals, des gens qui s'occupent de salles à essais pour faire découvrir des films. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure sur l'accompagnement qui est complètement nécessaire de certains films plus fragiles, qui bénéficient de moins de promotion, et montrer que ce cinéma est accessible à tout un chacun, et voilà, qu'il n'y a pas de cinéma difficile, qu'on peut expliquer les choses, qu'on peut donner des pistes. Et avoir une position très modeste par rapport à ça. Donc vraiment entre les deux pôles, et moi c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Tu as parlé tout à l'heure de l'expérience du magazine Repérage, où effectivement c'était notre position, qui peut-être n'existe pas, hein, cette troisième voie entre Première Studio et les cahiers positifs, trafic, etc. On a été nombreux à vouloir l'apprendre au fil des années. Je ne suis pas persuadé qu'il y a l'espace pour que ça existe. Mais le terme de passeur, entre la réaction subjective devant un film que tout le monde peut avoir et l'objectivité de l'objet d'étude, justement, qu'est le film, l'œuvre, je pense qu'on peut trouver la juste distance entre les deux, voilà, pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. C'est des notions qui peuvent paraître un peu anachroniques, mais voilà, enfin, que moi j'ai envie de défendre toujours et encore. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais c'est ce qu'elle m'évoque. Merci. Si, je crois que tu as répondu. C'est bien. Eh bien, Philippe Gage, je te pose la même question. Pour toi, qu'est-ce que la critique de cinéma? Je suis un peu gêné parce que j'ai un peu le même avis, hein, mon camarade. Donc, mais la critique, ou qu'est-ce que la critique, ou qu'est-ce qu'un critique de cinéma, là aussi, c'est pas exactement la même question. C'est marrant ce que tu disais sur est-ce que la question que tu posais, est-ce que c'est un métier? Je serais curieux de savoir dans la salle s'il y a des gens qui aimeraient vivre du métier de critique de cinéma, enfin d'en parler parmi les plus jeunes. Levez la main. Si vous pouviez lever la main, s'il y a des gens qui ont envie d'être critiques de cinéma plus tard, voilà, très bien. On va arrêter ce débat tout de suite. On va aller boire un verre. Il y a eu une main. Hein. Il y a eu une main. Ah, je l'ai pas vu. Oui. Très bien. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, une année, on avait une journée portes ouvertes avec des professionnels du cinéma et de la télé qui étaient venus pour nous parler de leur métier. Et il y avait un réalisateur de téléfilm auquel moi j'avais parlé, Michel Wynne, pour ne pas le nommer, qui était un monsieur qui avait réalisé beaucoup de fiction. C'est un monsieur qui a réalisé beaucoup de fiction pour la télé dans les années 70 et 80. Et il m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. Et moi, je dévorais à l'époque un magazine de cinéma qui s'appelait Starfix, qui a
moi personnellement, alors c'est un magazine qui est né en 1983 et qui est mort en 1990, donc les plus jeunes ici n'ont probablement pas connu, mais qui personnellement a été mon cahier du cinéma à moi. Ma cinéphilie s'est complètement épanouie à la lecture de ce magazine. Et moi je voulais être critique de cinéma, c'était mon rêve. Donc quand je l'ai dit à ce monsieur, il ne comprenait pas en fait. Sa réponse était de me dire mais comment ça vous l'êtes, enfin comment ça vous voulez réaliser des films, vous voulez être scénariste, vous voulez être... Je dis non, moi je vais écrire sur les films, je vais écrire sur le cinéma, je vais être critique. Et pour lui ça pouvait pas être un métier. C'était un truc qui n'avait aucune légitimité, aucune réalité. Il comprenait pas. Donc on s'est arrêté, la discussion s'est arrêtée là. Et je pense qu'encore aujourd'hui, enfin plus que jamais aujourd'hui, c'était peut-être moins le cas justement dans les années 50, 60, à l'époque de l'âge d'or des cahiers du cinéma et où des types comme Truffaut, Rivette, Chabrol, Tavernier écrivaient dans ces revues, dans cette revue et dans d'autres, avant de devenir cinéaste. Mais aujourd'hui, il y a encore plus la question de savoir si c'est un métier dont on peut vivre, et un métier en soi, c'est vraiment une question qui se pose. Ce que je sais de moi, ce que j'attends d'une critique de cinéma, quand je la lis, c'est une exigence d'écriture, déjà. C'est une cinéphilie qui est consciente d'elle-même. Donc c'est un article qui va vraiment... donc j'ai envie de sentir qu'il sera écrit par quelqu'un qui est authentiquement passionné de cinéma, qui a des références, qui sait contextualiser le film dont il parle, l'histoire dont parle ce film. Donc une écriture, une culture et un point de vue. Voilà, et un point de vue qui n'est pas tiède, quel que soit ce point de vue, et tout en gardant à l'idée cette notion très importante que tu évoquais d'humilité, de modestie. Il y a un truc que je ne peux pas supporter, qui me tombe des yeux littéralement quand je sens l'arrogance ou la prétention dans une critique. Et quand on sent, en discutant avec certains critiques, certains d'entre eux se sentent vraiment, on sent vraiment qu'ils ont une très 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 haute idée d'eux-mêmes. Bon, c'est pas propre aux critiques de cinéma, hein, c'est un défaut qu'on retrouve chez plein de gens dans d'autres métiers. Mais voilà, donc pour moi, la critique, ça doit être ces 4 pôles-là. Écriture, une belle écriture. C'est Jean-Michel Frodon, j'ai lu, il a écrit sur Slate il y a quelques années de ça un article où il se demandait à quoi sert la critique. Ça, c'est un débat récurrent depuis que la critique de cinéma existe, ou même depuis que la critique existe tout court d'ailleurs. Et Frodon, d'après lui, moi j'ai pas été vérifié, mais l'exercice de la critique artistique, elle remonte à Diderot. Et donc pour lui, et elle a été magnifiée par Baudelaire. Et donc pour lui, ces gens-là, et évidemment leurs successeurs à travers les décennies, portent une exigence d'écriture qui pour moi, évidemment on ne doit pas tous écrire comme des Diderot, mais voilà, il y a une exigence d'écriture qui est importante, une culture, une passion et un point de vue, et un peu de modestie par-dessus tout ça, pour éviter de donner l'impression qu'on lit quelqu'un qui se la raconte. Voilà, j'ai envie de dire merci. Merci Philippe. Thomas Détouche, qu'est-ce que la critique de cinéma ? Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, depuis tout petit, moi j'ai grandi avec Indiana Jones et Star Wars, pour vous dire à peu près. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux films, je me suis intéressé aussi aux magazines. Et plus je vieillis, plus je regarde vers le passé. Donc j'ai aussi... Dit que vous avez fait des choses que vous préféreriez. Ça c'est mon site, ça. C'est les pubs qui commencent tout de suite, c'est mon site. Bonjour, boss. Non, voilà, donc j'ai exploré la critique et c'est un sujet qui me passionne réellement. Et moi, je collectionne en fait les vieux cahiers du cinéma, les couvertures jaunes. Je les collectionne parce que je trouve ça fascinant en fait. C'est vrai ? C'est super. C'est Noël après l'heure. Non, je les collectionne et je les relis en fait. En fait, tu disais Benoît, en fait, tu t'étonnais qu'en fait le texte, ou tu disais que le texte de Bazin en fait était toujours d'actualité. C'est vrai, et je vous invite vraiment à lire le bouquin de Bazin. Qu'est-ce que le cinéma ? C'est vraiment fascinant. C'est un peu, mais c'est bien. Et pourquoi c'est toujours d'actualité ? Parce qu'en fait, l'exercice critique en fait n'a pas fondamentalement changé, de mon point de vue. La vraie, entre guillemets, vraie critique cinématographique ou littéraire, etc. En fait, ne peut pas changer. Enfin,
C'est un exercice et un art qui ne peut pas changer. Tu disais aussi que la critique des films fragiles était importante, c'est vrai. Et il est important aussi pour les gros médias, dont Allociné, de continuer à défendre aussi les films dits fragiles. J'ai un exemple en tête, hein, il y a 2 jours, j'ai fait une interview d'un cinéaste qui s'appelle Romain Goupil, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un tout petit cinéaste, entre guillemets. Et c'est important que des... En termes d'entrée, c'est un petit cinéaste. C'est un grand... Non, mais moi je suis un grand fan. Mais en termes de popularité, c'est un petit cinéaste. Il n'est pas très grand. Merci Philippe. Je le connais bien, donc vous inquiétez. Et il est très drôle et très bavard. On s'éloigne totalement du sujet. Bref, lisez l'interview, elle est vachement bien. Et c'est important que en fait, les gros médias continuent à défendre ce type de cinéma aussi, parce que petit film sur petits médias, peu de résonance. Donc il faut vraiment aussi que les gros médias continuent à le faire. Ensuite, est-ce que tout le monde peut être critique? Parce que c'est aussi une des questions, enfin un des éléments qui a déjà été abordé. Non, je suis désolé, mais non, tout le monde ne peut pas être critique. Tout le monde peut avoir un avis par contre, ça oui, et heureusement. Mais tout le monde ne peut pas être critique, ça c'est pas vrai, j'y crois pas. Alors pour répondre réellement à la question, c'est qu'est-ce qu'une critique? Moi je vois 3 axes, je l'ai préparé, donc j'ai un peu à lire. 3 axes. Je suis pas là. Déjà, il y a un axe de réflexion et d'analyse par rapport au film et par rapport au cinéma. Parce qu'un film ne peut pas être totalement enlevé de ce qu'il est, c'est-à-dire du cinéma. Donc il faut avoir une analyse, une réflexion du film et du cinéma. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une cinéphilie. Un film n'existe pas indépendamment, de manière indépendante. C'est pas vrai. Donc c'est analyse et réflexion du film et du cinéma. Deuxièmement, c'est une œuvre qui doit aider, et là je reprends le terme de promotion, entre guillemets, qui doit aider à la diffusion et à la promotion du cinéma. Ça ne veut pas dire promotion, c'est pas un gros mot, c'est un peu galvaudé. Mais la promotion, c'est simplement en parler, le partager, diffuser. Et là, je reviens aussi au cahier du cinéma historique, qui ont fait découvrir en France de grands cinéastes. John Ford a été vraiment, s'est imposé en France aussi grâce au cahier du cinéma. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai. Ils ont imposé un genre et ont fait un genre noble, le western par exemple. Donc aussi, la critique, noble entre guillemets, a aussi cette mission, quelque part, de dénicher, de montrer, de soutenir, de promouvoir, et c'est important, c'est pas une mission de service public, c'est une mission artistique. Et troisièmement, et ça tu l'avais dit aussi Philippe, et c'est extrêmement important, le texte critique, le texte, les mots, la construction, est une œuvre à part entière, c'est une œuvre aussi littéraire. Donc il faut y avoir du style, il faut avoir des thématiques aussi, c'est pour ça que parfois certains critiques, on peut, comment dirais-je, savoir à l'avance ce qu'ils vont penser d'un film, parce que ce sont des auteurs. Et un auteur a des tics, des défauts, des thématiques, des récurrences. Et on peut aussi se positionner par rapport à un critique et par rapport à une ligne critique. Et c'est important aussi. J'attends des papiers critiques de certains critiques. Voilà, donc c'est ces 3 axes, moi, paradoxalement, enfin... qui m'aide à résumer en gros ce qu'est la critique. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en fait pour cette question. C'était pas mal? Merci, je me mets un 5 sur 10. Merci beaucoup. Oriane Hurard, tu n'es pas critique de cinéma, par contre tu es spécialiste du transmédia et donc de ce qui se passe entre les gens et les œuvres aujourd'hui et dans l'évolution même des œuvres. Donc je ne sais pas si je peux te poser la même question, qu'est-ce que la critique, mais peut-être plutôt comment se positionne la critique dans les usages médiatiques d'aujourd'hui, peut-être. Mais tu peux répondre aussi à la question qu'est-ce que la critique, hein. Mon expérience de critique cinéma s'est arrêtée au journal de mon lycée. Donc le petit Gavroche, puisque j'étais au lycée qui s'appelait le lycée Victor Hugo, on était dans l'originalité la plus complète. Et à côté de ça, je vais répondre par une autre anecdote à l'anecdote de Philippe. J'étais au lycée en terminale en journée porte ouverte à Sciences Po à Aix-en-Provence, dans une rencontre, une présentation des métiers du journalisme, parce que ça m'intéresse toujours d'ailleurs, mais ça m'intéressait particulièrement à l'époque. Et il y a un des élèves qui était dans la salle qui a demandé comment on fait pour devenir journaliste de cinéma. Et la personne, je ne me souviens plus de son nom, je n'oserais pas le citer, mais la personne de Sciences Po Aix a répondu on n'a pas besoin de faire des études pour être journaliste de cinéma. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'être là, de faire Sciences Po. Et c'est dire un peu la considération que certains peuvent avoir pour la critique de cinéma et le journaliste de cinéma. Et
Et je peux que le regretter, puisque effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire concernant la cinéphilie inhérente à tout ce qui est activité de critique. Et la critique, moi, j'en lis beaucoup. J'en ai lu beaucoup. J'ai été abonnée successivement depuis mes 12 ans à Ciné Live, à Studio, à Première, au Cahier du Cinéma, à Positif, à Bref Magazine aussi. J'en ai lu beaucoup. Maintenant, ma lecture s'est beaucoup reportée sur les journaux en ligne, de Zinzolin à Réplique, qui sont tous des revues indépendantes ou des sites en ligne, ou les deux. Sans oublier le Daily Mars qui fait, sans vouloir... Ça n'est pas un site par abonnement, hein, je reprécise. Apparemment, il y a des gens qui l'ont cru. Donc, Non. Le Daily Mars a une partie critique de séries télé, si vous vous intéressez aux séries, qui est particulièrement développée, importante, et précurseur aussi dans le domaine, parce qu'on parle beaucoup de critique de cinéma, mais la série télé, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est une forme d'art à part entière, et elle a encore très très peu de critiques, et ne serait-ce que dans les grands journaux culturels. À part Télérama et les Arocs, il y a assez peu de journaux papier généralistes culturels qui ont un critique en CDI, ou du moins en tout cas attitré à temps plein sur les séries. C'est important aussi de le souligner. Ensuite, concernant le transmédia, donc, comme Benoît l'a très bien expliqué en introduction, c'est une manière de raconter une histoire en utilisant différents médias, différents supports, et notamment en utilisant les possibilités d'interaction et de participation que les médias numériques, qu'on pouvait appeler nouveaux médias, mais que je trouve aujourd'hui l'expression un peu galvaudée, vu l'âge d'Internet, ce que les médias numériques nous permettent. Et qui dit médias numériques, c'est aussi notamment les réseaux sociaux. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, et qui se rapporte aussi un peu à la critique, c'est aussi les formidables discussions qu'on peut avoir, que peuvent avoir des critiques sur Facebook ou sur Twitter, où il y a des véritables clashs ou discussions, parfois de centaines de commentaires, que souvent, moi, alors je lis en lectrice, et c'est comme si je lisais des critiques qui se créent devant nos yeux en direct, en fait. Et il y a vraiment des choses passionnantes là-dessus, nécessaires, parce que je pense que le métier de critique, c'est un métier assez solitaire au départ, hein. En général, vous écrivez un peu tout seul devant votre écran, à votre bureau ou chez vous, et que là, avoir Facebook ou Twitter, je pense que ça permet aussi de confronter sa pensée et sa théorie ou son point de vue aux autres de manière plus ou moins immédiate. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les distributeurs de cinéma, par exemple, ils utilisent Twitter de manière complètement ratée, à mon sens, c'est-à-dire qu'ils prennent un tweet positif et ils le collent sur les affiches. Aujourd'hui, vous devez voir ça. C'est qu'on avant, on avait des citations de critiques qui étaient en plus souvent prises un petit peu souvent en dehors d'un contexte. On utilise un mot. Télérama a dit audacieux, donc c'est super, alors que peut-être la phrase entière ne voulait pas du tout dire ça. Et les tweets, c'est pareil, en fait. C'est qu'ils se disent qu'aujourd'hui, le public a pris le pouvoir, donc un tweetos, comme on dit, ou un influenceur a peut-être plus de pouvoir que la critique. Je pense que c'est un débat qu'on pourra continuer par la suite de cette table ronde. Et donc, ils ont remplacé finalement les citations de critiques par des tweets avec Marie87 a dit que le film était chambé. Et donc, voilà, c'est une critique à l'ère 2014. Et ne riez pas, parce que selon les films, on peut vraiment retrouver ce genre de critique. Enfin, je ne sais pas si on peut dire critique, mais... Mais ça peut même aller plus loin, juste pour l'anecdote. Parfois, il y a sur les affiches, faites gaffe aux trucs sur les affiches, hein. Il y a des citations avec marqué, par exemple, je veux dire Allociné, enfin, j'ai un exemple, hein, totalement par hasard. Et en fait, c'est des messages qui sont pris dans les commentaires. C'est même pas une critique, c'est dans les commentaires. Voilà, donc voilà, possédez des commentaires. Je vous dis. Et donc finalement, les commentaires s'apparentent à la critique sur des sites aussi comme Allociné, où vous pouvez retrouver les étoiles des critiques agrégées. Donc, pas mal de journaux en ligne et print sont agrégés par Allociné pour donner une note sur 4 étoiles, il me semble, ou 5 étoiles au film. Donc la note des critiques, et juste en dessous, vous avez la note des spectateurs, qui est également pareil sur 5 étoiles. Et c'est assez intéressant, parce que quand on voit aujourd'hui l'avis d'amis qui sont cinéphiles, mais pas forcément dans le milieu, parfois ils vont aller jusqu'à accorder plus d'importance à la note des spectateurs que celle de la critique. Et je trouve que ça en dit assez long aussi sur l'évolution.
Ah, on va les voir, et voilà. Donc vous voyez qu'il y a eu 18 critiques qu'on donnait en notes pour La nuit au musée Le secret des pharaons, alors qu'il y a eu quand même 199 notes, dont 40 critiques du côté du public. Donc en plus on est dans une massification assez aussi jugée significative par certains. Alors, est-ce qu'elle est est-ce que est-ce que le fait de le juger significatif est pertinent? On pourra aussi en discuter. Mais voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les réseaux sociaux, ce que Twitter peut faire, ce que Facebook peut contribuer à avouer, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on peut créer vraiment des communautés autour d'un film, autour d'un projet, et c'est exactement ce que le transmédia, finalement, cherche à faire sur des œuvres un peu plus hybrides, mais c'est le même principe, et qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la co-création et dans la collaboration autour d'une œuvre. On peut faire en sorte que le public ne devienne pas simplement commentateur d'une œuvre, mais en devienne co-auteur. C'est ce que beaucoup de projets font, et le dernier en date, que je trouve assez intéressant pour ça, c'est un projet qui s'appelait Anarchie, qui a été diffusé sur France 4 en octobre à décembre dernier. Bon, alors, la série télé était diffusée assez tard le jeudi soir, donc vous pouvez l'avoir ratée. Mais en parallèle, il y avait vraiment un site, anarchie.fr, où les internautes pouvaient inventer des personnages dans l'histoire fictionnelle qui était racontée dans l'Anarchie, et vraiment créer pendant 2 mois des arches narratives. Ils pouvaient tuer les personnages des autres, ils pouvaient se rencontrer entre eux. Il y avait vraiment des interactions possibles, et il y a eu plus de 2600 internautes qui ont créé activement tous les jours un personnage et l'ont alimenté. Et à la fin, je crois que l'équipe d'Anarchie a annoncé que chaque jour, c'était un roman de 200 pages qui s'écrivait sur le site, en nombre de signes écrits. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Alors évidemment, ça concerne que 3000 spectateurs et pas forcément les 90 000 ou 100 000 qui ont pu voir la série. Mais clairement, dans cette participation intensive, fidèle et régulière, il y a une vraie communauté qui s'est créée. C'est assez intéressant à analyser, au-delà de la série télé qui est, à mon sens, un petit peu ratée. Ce n'est pas une critique, c'est mon opinion. Voilà. Et juste pour terminer, Benoît, tu as dit quelque chose qui était important aussi sur la salle de cinéma. C'est son aspect collaboratif et collectif. Et justement, sur Internet, avec notamment les réseaux sociaux ou ce type d'expérience collaborative, on retrouve ce sentiment d'être lassé un peu, d'être tout seul devant son écran à regarder sa série télé, que ce soit sur Netflix ou sur des réseaux pirates que nous ne citerons pas. Et que la salle de cinéma, elle, c'est une expérience forcément collective. Et celle du transmédia, c'est pareil. C'est que chaque jour sur anarchie.fr, les participants se retrouvaient pour écrire l'histoire ensemble de leurs personnages et construire à leur mesure l'univers. Tout ça avec les auteurs officiels de départ. Donc il y a une vraie symbiose finalement entre les mécaniques d'œuvres transmédia et ce qui est à l'œuvre dans le cinéma, qui est se retrouver au même moment, au même endroit, pour vivre une expérience artistique commune. Merci beaucoup, Oriane. Alors, il y a quelque chose dont vous avez parlé tous les quatre et qui me semble assez important, c'est cette différence entre critique et avis. J'aimerais bien que... Parce que, après tout, quand tu disais... critique, c'est un métier, justement, et puis vous en donniez les pistes. Philippe, tu en donnais vraiment les pistes sur l'écriture, le point de vue, l'humilité, la passion. Mais en même temps, comme tu le disais, Oriane, tu disais que, eh bien, avec les commentaires qui s'enchassent, qui se répondent, finalement, il y a une sorte de critique qui se dessine aussi, donc qui serait collaborative, donc entre l'auteur critique, la communauté critique, les avis. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur vos pensées là-dessus, et notamment par rapport à Allociné, dans lequel, et tu en parlais par rapport aux publicités, il y a énormément d'avis. Donc ce ne sont pas des critiques. J'aimerais bien que vous avanciez un petit peu sur ce sujet entre avis et critique. Ça vous arrive d'utiliser Allociné ou pas? Tous les jours. Continuez. Et ça vous arrive de poster des trucs sur Allociné? Non? Oui? Non? Ça demande du temps, c'est engageant tout ça. C'est plus simple sur les réseaux sociaux. De quoi? Est-ce que ça leur arrive de lire les critiques, les avis postés ouais. Vous attachez plus d'importance aux commentaires publics ou presse? Les deux, on va dire ça. Non, levez la main, presse. Presse. C'est bien. Pas mal. Public. Oula, moins. Ouais.
Oui, d'accord, presque. C'est réconfortant, en Ouais, fait. ouais. Il y avait plus de oui hein, bref. Oui, il y a beaucoup de choses sur Allociné, mais en fait Allociné, ça n'est que un bel iceberg, mais qui est un iceberg de l'évolution moderne. Hein. Il y a beaucoup de sites, de blogs qui se sont créés depuis 10-15 ans, enfin 10 ans plutôt, qui permettent en fait de pouvoir poster, de donner son avis. Quand je dis donner son avis, ça paraît un peu snob. Hein. Il y a des gens qui sont venus des sites, des blogs et qui sont devenus des vrais bons critiques. Hein. Je suis pas du tout en train de dire si tu bosses pas sur un média reconnu, t'es pas critique. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en fait, oui, il y a donc beaucoup de choses. Allociné, en fait, c'est un agrégateur, donc et un gros agrégateur, donc on le voit bien. Maintenant, les réseaux sociaux, effectivement, permettent de donner de la voix et c'est très bien. Et d'autres sites aussi. Enfin voilà. Je sais plus quelle était la question en fait. La question, c'était la différence entre avis et critique. Avis et critique la critique, encore une fois, c'était les 3 critères que j'avais donnés en définition. Donc tout ce qui n'est pas dans ces 3 critères-là, pour moi, est un avis. De la même manière qu'en fait, tu parlais de sélectionneur. Toi qui c'était une super analogie. Réellement, je prétends pas être un journaliste sportif. Par contre, être un téléspectateur sportif qui gueule devant sa télé, oui, ça, clairement, oui. Donc c'est un peu ça la différence, voilà, pour moi. Non, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est sur la temporalité justement de la critique qui a changé avec Internet. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Facebook, c'était justement ces échanges intempestifs où les gens réagissent de façon complètement sans avoir réfléchi comme ça. Et ça devient très violent. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Je vois pas comment on peut écrire, par exemple, enfin réagir tout de suite à un film comme, je sais pas, Winter Sleep, par exemple, 3 heures. De la Palme d'Or de Cannes de l'an dernier et réagir tout de suite pour dire que c'est chiant ou je sais pas quoi. Non, il faut le temps que ça repose, il faut peut-être voir d'autres films, il faut lire des choses, et on est dans une temporalité, une actualité incessante qui ne nous permet plus tellement de faire ça. Enfin, même nous, les films chassent ceux de la semaine précédente, et justement Internet devrait pouvoir permettre d'allonger la temporalité, d'allonger aussi le temps qu'on peut et la place qu'on peut consacrer à ces films, parce que moi, dans la presse papier, c'est un peu un problème qui s'est aggravé avec les années, et même dans des médias très importants. Par exemple, je lisais dans ce livre-là que je vous conseille, La critique de cinéma à l'épreuve d'Internet, donc qui est pile dans notre sujet, que même dans Le Monde, le cinéma a perdu 40% de place en 10 ans. Donc on est sur des notules. Moi, je vois des réalisateurs parfois qui sont ulcérés et choqués que leur film qui a représenté plusieurs années de boulot soit torpillé en 3 phrases. Et il faudrait avoir le temps. Il y a eu des sites, il y avait par exemple un site de critique qui s'appelait Objectif Cinéma, où les critiques étaient très très longues, et ils étaient très habiles en plus, puisque c'était sous forme d'écrans différents. Il fallait au 2e, au 3e, on ne savait pas combien d'écrans il y avait, mais on se laissait prendre par la lecture, et voilà, on entrait dans un discours critique sur le film. Et moi, je suis un peu, parce que je suis très utilisateur de tout ça, mais c'est un regret que j'ai, une frustration, que ça soit toujours des choses trop courtes, et même sur Internet, qui pourraient quand même utiliser le concept pour s'attarder plus et prendre plus le temps. Je sais pas, c'est plus une impression. Alors déjà, le Winter Sleep, c'est 3h15, 16, c'est formidable, c'est mon film préféré de l'année dernière, allez le voir absolument. Bref, parenthèse fermée. Tu l'as bien vendu. Merci, c'est formidable. Voilà, je l'ai mieux vendu, ça. C'est la temporalité, c'est accéléré, l'instantanéité. Il faut voir le film le plus vite possible, parfois dans des conditions un peu pourraves. Là, je mets le piratage, je mets tout là-dedans, mais il faut voir le film le plus vite possible, et il faut poster le plus vite possible, il faut poster avant son voisin une critique ou quoi que ce soit. Et effectivement, cette accélération de la temporalité a été très néfaste à la critique, selon moi, d'autant plus que Internet n'est pas responsable de tous les maux. Hein. Encore une fois, je bosse sur Internet, donc je ne vais pas dire que c'est l'ennemi de tout. Mais Internet a un gros défaut, c'est le fait que, et je le vois bien parce que moi j'ai des instruments de mesure sur Allociné, donc je vois combien de temps on passe sur une page, machin, etc. Les gens en fait passent très peu de temps sur une page, ne lisent pas toute la page et ne vont pas jusqu'au bout de la page. Et ça, il y a toujours des exemples qui font que non, moi je vais jusqu'à la fin et je regarde même juste le contact Allociné pour bien aller au fond de la page. C'est des exemples. C'est très très rare. Et effectivement,
on a perdu la sensation de prendre son temps, ou la volonté de prendre son temps, et aussi d'écrire en prenant son temps. Hein. Je vais totalement dans ton sens là-dessus. On a tout accéléré, tout. Il faut zapper, etc. C'est pareil, Twitter, moi je suis un grand utilisateur de Twitter, c'est aussi ça. Mais je reviens là-dessus, on ne fait pas le même usage de n'importe quel... Ça dépend le média, mais moi j'utilise pas une critique des cahiers du cinéma comme j'utilise une critique du Daily Mars. Ouais, c'est un mauvais exemple. Attention à ce que tu veux dire. Ouais, attention. Une critique que je lis dans Culture au Point. Voilà, c'est un vrai site, hein, Culture au Point. Voilà, donc je vais chercher ce qui m'intéresse parce que je connais aussi les médias. Je peux me laisser surprendre aussi parfois. En fait, finalement, avec Internet, ce qui a été rendu possible, c'est qu'on n'avait plus... Grâce à Internet, il n'y a plus cette idée de... Soit on a Studio Ciné Live et Première, soit on a les cahiers du cinéma. Moi, je trouve cette troisième voie dont tu parlais tout à l'heure, elle est rendue possible grâce à la multiplicité de sites, de blogs, de revues en ligne plus ou moins indépendantes. Il y a même des magazines de cinéma en application. Je vous conseille Bande à part, qui est un vrai magazine à télécharger gratuitement sur votre iPad et qui en plus propose une vraie interaction assez chouette et très agréable à lire, ce qui est aussi important quand on parle d'Internet aussi. Et voilà, et donc il y a finalement cette voie, le tout est de trouver et de chercher aussi, de savoir ce qu'on cherche, et qu'effectivement sur le site, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de critiques sur le site des cahiers du cinéma, mais si on lit le cahier du cinéma, on ne va pas chercher la même chose que si on lit le Daily Mars ou si on lit effectivement les critiques d'Allociné. Et c'est ce que Internet a permis, et c'est ce qui était, je crois, précisé dans l'introduction de cette table ronde, avec la citation de Chris Anderson, qui disait qu'Internet, en fait, c'est pas un média... certes, c'est un média qui rend possible la connexion entre vous et un Péruvien, ou entre un Américain et un Japonais, donc c'est un média global, mondialisé, mais en fait, c'est un média de niche, Internet. Internet, c'est juste une agrégation de plein de niches, de la plus large, les cinéphiles, à la plus spécialisée, les fans de films de kung-fu avec de la science-fiction. Enfin, clairement, on peut arriver à après des communautés et des goûts très très spécifiques. Et c'est grâce aussi notamment aux forums qui existaient avant les blogs et avant les réseaux sociaux que des vraies communautés de cinéphiles ont pu discuter, échanger leurs goûts, parfois échanger plus que leurs goûts, échanger aussi des fichiers ou des choses comme ça pour se faire découvrir des raretés. C'est aussi à ça que sert Internet, et c'est la vraie constitution de communauté qui est intéressante, et malgré tout ce qu'on peut reprocher à l'idée d'immédiateté ou d'instantanéité des réseaux sociaux, je trouve qu'il y a ce rapprochement qui a permis aussi, par exemple, pour ne parler que d'eux, mais de la communauté geek, de se réunir, surtout de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls au monde à aimer les jeux vidéo, l'informatique ou les sciences dures, et que grâce à Internet, cette tendance-là et cette communauté de goût a fini par émerger et devenir, bon, on peut le regretter à certains moments, quasiment mainstream aujourd'hui, avec ces franchises de super-héros qui sont absolument partout. Mais clairement, il y a ce phénomène-là aussi d'émergence et de se rendre compte que non, on n'est pas les seuls à aimer les films de vampires où les vampires sont sexy, et qu'il y a une communauté, enfin voilà, il y a vraiment d'autres gens qui peuvent partager ce goût-là. Et effectivement, sur Facebook, sur Twitter d'ailleurs, vous trouverez des gens qui diront Winter Sleep c'est pourri, mais vous en trouverez aussi plein qui diront à quel point ils ont aimé, à quel point ils les ont touchés, et à quel point dans les commentaires ou dans le fil Twitter, certains d'autres vont leur répondre et vont se découvrir aussi, voilà, de ce genre d'affinité. Oui, mais là, tu es en train de nous parler d'agrégation d'avis qui crée des communautés, enfin, et du fait que Internet permet, et ça c'est super, permet de se retrouver entre personnes à distance pour partager des avis sur des films, plus ou moins argumentés, les avis, et donc de créer des communautés. Mais en revanche, bon, tu vois, ce livre qui s'appelle « La critique de cinéma à l'épreuve d'Internet », je trouve que le titre est vraiment très bien vu parce que Internet est vraiment une épreuve pour la critique. C'est cette atomisation des avis, ce pouvoir qu'offre Internet à chacun d'entre nous d'être derrière son écran un critique, un internaute, un critique, c'est, d'un côté c'est génial, c'est la démocratisation de l'expression d'un avis artistique. Quand il y a 30 ans ou 20 ans, cet avis artistique était uniquement, en matière de cinéma, était uniquement le monopole
de quelques journalistes de la presse écrite, soit dans la presse spécialisée cinéma, soit des journalistes cinéma de rédaction généraliste. Et aujourd'hui, cette atomisation, cette démocratisation, je la trouve moi à la fois formidable, parce que franchement, dans certains avis que je vois exprimés sur certains blogs, il y a une écriture, il y a un style, et il y a une culture, et il y a une passion qui n'a strictement rien à envier à celle de vieux routards de la critique qui s'encroutent depuis 30 ans dans leur rédaction. Mais ouais, non mais voilà. Hein, il y a aussi ça, hein, la critique de presse écrite a aussi souffert de l'émergence d'Internet et tout d'un coup du fait que cette critique de presse écrite n'avait plus le monopole de l'expression des avis. Elle a souffert de ça, du fait que plein de gens maintenant peuvent exprimer un avis avec plus ou moins de qualité sur Internet. Elle en a souffert parce que je pense qu'elle a peut-être pas su justement suffisamment aller au-delà de son monopole et faire quelque chose de plus que juste la critique routinière du film du mois, quoi. Dans le critique routinière dans laquelle elle a fini par s'engluer. Et donc Internet est vraiment une épreuve pour la critique professionnelle parce que aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il ne suffit plus d'être un bon critique cinéphile si on veut vivre de sa plume. Ça n'est plus possible, ça n'est plus suffisant, puisque pas tout le monde ne peut pas être critique en effet, mais beaucoup plus de gens, comme on le voit sur Internet, beaucoup plus de gens nous montrent que voilà, c'est être critique de cinéma ou de critique de série télé, c'est quelque chose qui est voilà, il y a des qualités qui sont nécessaires, mais c'est pas aussi, on n'a pas besoin en effet d'être sorti d'avoir étudié la fission nucléaire pour avoir un avis argumenté, une critique, voilà. Et donc je pense que la critique professionnelle, si aujourd'hui on veut encore pouvoir vivre de cette activité-là, on ne peut plus se contenter d'exprimer une critique ou un avis argumenté sur un film. Je pense qu'il faut apporter, alors là c'est pour le coup, là pour moi c'est le journaliste qui parle, il faut apporter une dimension journalistique supplémentaire qui fait que dans la mesure du possible et du temps qu'on a, il faut en plus de sa critique, je pense, faire une recherche autour du film dont on va parler, essayer d'apporter des informations supplémentaires, faire un peu d'enquête. Une critique, c'est pas forcément une enquête en même temps, mais il faut avoir des qualités journalistiques qui vous permettent, dans cette course à l'échalote entre tout le monde a un avis, de continuer à être un peu au-dessus du lot et de proposer un service, entre guillemets, que tu pourras monnayer, et que tu ne peux plus monnayer en étant juste critique. Et c'est ça, je trouve, l'épreuve qu'Internet apporte à la critique dite classique. De toute façon, ce qui différencie, ce qui va vous faire différencier, vous faire sortir du lot, de toute façon, il n'y a pas de 36 choses. C'est soit un avis tranché, polémique, etc. Et très bien écrit. Non mais très bien écrit, oui, non, mais ça, pour moi c'est la base. C'est la base, mais... Ouais, mais l'atomisation des avis fait que la belle écriture, entre guillemets, moi je trouve qu'elle là aussi c'est un problème, elle se dilue, elle se perd. On la retrouve encore, hein, mais bon voilà. Je ne peux qu'aller dans ton sens. Vas-y. Mais je pense qu'en fait, on est d'accord Philippe, mais justement je trouve que l'atomisation, comme tu dis, la multiplication, la multiplicité de toutes ces formes et de tous ces supports d'écriture, elle permet, ou elle devrait permettre, peut-être que c'est pas totalement le cas, à la critique classique, en fait, justement de se réveiller, de se renouveler et aussi de se démarquer. C'est que finalement, pour ne pas ressembler à une critique écrite en 140 caractères, simplement il faut se donner les moyens. Et là, c'est pas seulement aux critiques, mais c'est aussi aux rédacteurs en chef et finalement aux journaux, par exemple de laisser plus de place, plus qu'à des notules qui sont effectivement extrêmement frustrantes, parce qu'on a l'impression de se retrouver devant effectivement les commentaires d'Allociné, sans aucun jugement, c'est pas moi qui les écris, péjoratif. Et finalement, contrairement à ça, et puis d'ailleurs c'est pas forcément un contraire, mais c'est même pas un paradoxe, c'est que même si Internet est là et accessible à tout le monde et n'importe qui peut ouvrir sa page Facebook ou son blog, ou même ce qui est très à la mode aujourd'hui, sa chaîne YouTube pour se filmer en train de donner son avis sur les films, il y a aujourd'hui de plus en plus moi je vois de jeunes maisons d'édition qui se créent, des blogs qui créent leur maison d'édition pour sortir des livres. Je pense au blog Playlist Society qui a créé sa maison d'édition
pour l'instant autoproduites, mais qui ont quand même un distributeur, donc qui peuvent être trouvées dans les Cultura, les Fnac, les librairies, et qui viennent de sortir un ouvrage entièrement consacré à Malik. Donc il y a cette vraie volonté, écrite par Alexandre Matisse, qui est un jeune critique formé sur Vodcaster. On n'a pas encore prononcé, mais Vodcaster, c'est une communauté de micro-critiques, où pareil, il y a une limite, qui est peut-être un peu plus que 140 signes, mais pas beaucoup plus, et où il y a une vraie communauté qui s'est créée, et qui surtout, au fil des films, s'est forgé aussi ce sens critique, qui est le nom d'un autre site communautaire de gens qui donnent leur avis. J'essaye toujours de différencier, de ne pas utiliser critique quand on ne parle pas forcément de métier professionnel. Mais pour terminer, il y a aussi des jeunes critiques qui créent des revues. J'ai déjà cité Réplique, qui est une revue nantaise. Aussi, à chaque fois, il y a 3 ou 4 entretiens et textes sur 3 ou 4 cinéastes. Et donc, pour une revue de, 80-100 pages, on se dit que ils choisissent de consacrer leur revue entière à 3 ou 4 sujets, 3 ou 4 cinéastes. C'est pour se donner le temps d'approfondir. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément sur Internet, où, comme tu l'as très bien dit, Thomas, on passe, je crois, 7 secondes en moyenne sur une page avant de zapper à la suivante. Donc c'est des temps extrêmement courts. On a le zapping à son apogée sur Internet. Et je crois que les gens ne sont pas dupes, en fait. C'est qu'ils viennent très bien, ils savent très bien ce qu'ils vont chercher en achetant les cahiers ou en achetant une revue comme Réplique. Et ce qu'ils viennent chercher sur Allociné, qui est un peu plus que des horaires de cinéma, qui est aussi un avis sur le film ou qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Ouais, mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces agrégateurs d'avis et cette multiplicité d'avis ont-ils un impact ? Je veux dire, un impact, alors là, vraiment, le terme peut se comprendre sur plein de plans différents. Un impact sur, ont-ils une réelle influence sur... ont-ils la même influence qu'une critique publiée en presse écrite pour motiver les gens à aller voir des films ? Alors, je recite Frodon à nouveau dans le papier qu'il avait écrit pour Slate en 2010. Il rappelait que toutes les études, d'après lui, montraient que de toute façon, le pourcentage de gens qui reconnaissaient avoir décidé d'aller voir un film à la suite de la lecture d'une critique, il était de toute façon très très bas, quoi. Mais ça a changé de toute façon. Et juste, je finis, quand je parle d'impact, je parle également... non, ferme cette bouche, c'est pas possible. Quand je parle d'impact, je parle également sur un plan... peut-être plus du débat d'idées, sur un plan culturel, sur un plan d'une résonance dans le débat public, finalement. L'impact artistique de la critique est moins fort. J'ai l'impression que ça a complètement disparu. Quoi. C'est moins fort qu'avant. Oui, mais alors est-ce que c'est... Tu citais Danet. Non, mais voilà, mais du coup... Danet était Chazal aussi, Chazal chez François, avait quasiment droit de vie ou de mort sur un film. Une mauvaise critique dans François, le film était mort. Voilà. Et Chazal avait ses défauts, ses qualités, il avait son cinéma, etc. L'impact, moi, il y a toujours un truc qui est très drôle, quand on parle de critique et d'impact et de succès, etc. C'est quand une comédie a du succès, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour ne pas la citer, ceux qui sont impliqués dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qui trônent sur 12 millions de spectateurs disent pas besoin de la critique, ou ouais, la critique, le vrai succès c'est pas le succès critique, c'est le succès public. Donc on met de côté la critique. Ça me fait toujours rire ça, mais bon, why not. L'impact critique a très peu d'impact sur le succès d'un film. Et en même temps, il y a un effet inverse. Un film qui est vraiment soutenu par la critique, un petit film qui est vraiment soutenu par la critique aura plus de succès qu'autre chose. Donc oui, il y a un impact, et en même temps, non, il n'y a pas du tout d'impact. Je citerai aussi un autre truc, c'est New York, le deuxième film de Géraldine Nakache, qui avait été encensé, le premier, encensé entre guillemets, Tout ce qui brille avait été encensé, et qui avait eu un petit succès. Et elle s'était dit, avec mon deuxième, ça va être la même chose. Elle s'est fait bâcher, mais d'une force par la critique, et premier réflexe qu'elle a eu, c'est de dire vous, mes tweetos, je vous aime, vous avez vraiment compris le film, pas comme les autres. Ouais. Bon. Mais sur la critique classique et surtout la critique papier, il y a quand même eu plusieurs affaires depuis 2000 avec des cinéastes qui sont montés au front pour dénoncer
ce pouvoir de prescription supposé de la critique. Enfin, il y avait cette affaire avec Patrice Lecomte, Luc Besson est monté aussi au front plusieurs fois, et de faire des critiques de cinéma des parias qui auraient droit de vie et de mort sur un film, comme tu le disais, à une certaine époque ça pouvait être vrai, mais ça l'est plus du tout. Ou alors sur des niches, effectivement, quand les cahiers du cinéma et leurs affidés de chroniqueurs ou des gens comme ça décident que Sorrentino mais c'est vrai, on peut montrer. Le monde entier pense que La Grande Bellezza est un chef-d'œuvre, je le pense aussi, mais en France c'est un film qui n'est pas du tout reconnu, parce que les cahiers du cinéma et 2-3 critiques autour ont complètement détruit ce film déjà lors de sa présentation à Cannes. Donc il reste sur des niches comme ça, sur des auteurs, du cinéma d'auteur, un pouvoir de nuisance, mais c'est vrai que sur les gros succès que tu évoquais, il n'y a plus aucune importance. Alors ce que je voulais dire, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que Internet permet aussi à des gens qui ont une expertise autre que celle de critique de cinéma de venir parler de cinéma et de produire un discours qui peut... Là, je prends l'exemple j'ai oublié son nom, mais d'un rédacteur en chef du Point, qui a publié un article sur justement l'absence de nomination au César de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sur un ton, mais qui est du poujadisme pur. Et maintenant, il y a nombre d'éditoriaux comme ça, de gens qui ne sont pas critiques de cinéma, mais qui le prennent comme un fait de société, et qui livrent un discours complètement nauséabond là-dessus, et qui... du temps de la presse papier, enfin on n'aurait sans doute pas trouvé la place dans les colonnes du journal, mais maintenant ils ont leur blog, ils publient absolument ce qu'ils veulent de façon tellement subjective qu'on arrive à aussi ce genre d'extrême. Alors peut-être que c'est bien sur la liberté d'expression, mais sur la façon dont les films sont vus et perçus, je pense que ça peut être un peu nuisible Je pense aussi. que c'est pas du tout propre au cinéma ça, parce qu'on avait aussi l'exemple de Kaganski, qui est un directeur en chef des Inrocks, qui a son blog sur le site des Inrocks et qui a livré une tribune complètement incendiaire sur les séries télé, dont on se souvient beaucoup. Je crois que le Daily Mars avait dû faire un édito en réponse à cette époque, et qui clairement, et en plus n'est pas du tout l'avis partagé par la plupart ou même la majorité des rédacteurs des Inrocks, et notamment évidemment par leur équipe de critiques séries. C'est pas beaucoup, mais les Inrocks, ils ont 1 ou 2 pages consacrées vraiment aux séries par semaine. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, on pourrait aussi dire, d'un point de vue plus positif. Et évidemment, Olivier Joyard, qui est le critique attitré des Inrocks, il n'a pas du tout cette position-là. Donc clairement, là, c'est la même idée que... mais je pense que ça, dans les journaux papier, il pouvait aussi y avoir des éditos et des avis comme ça, parfois à l'emporte-pièce, c'est un peu le principe de l'éditorial, et effectivement que certains blogs ont repris. Mais je pense que les gens ne sont pas dupes, et que, encore une fois, c'est la question de l'impact, effectivement, qui fait qu'avec cette multiplicité d'avis, on peut crier au scandale quand il y a un avis comme ça, mais encore une fois, il va disparaître aussi dans la masse. C'est le problème, et c'est encore la grande force d'Internet, c'est qu'un article aussi bête, il ne va pas rester, et tant mieux, quoi. Tu parlais de Kaganski, et ça me fait penser qu'en fait, il m'avait coupé il y a genre 5 minutes, et j'avais pas terminé ma phrase. Non, mais en plus, c'est vrai. Quand je disais, en fait, il y a plusieurs manières de faire ressortir un critique ou une critique. Il y a aussi, donc je parlais de la polémique, Kaganski est un coutumier du fait. Et moi, il est symptomatique pour élargir sur le débat, sur la critique, comment elle a évolué, est-ce que c'est mieux avant, enfin peu importe. C'est toujours la notion de plume, moi qui me reste vraiment. Une plume, une vraie signature, enfin un journaliste critique qu'on suit. Et Kaganski, en fait, lui, il a choisi, encore une fois, c'est pour montrer la déperdition, selon moi, de l'exercice critique et des plumes. Kaganski est une des grandes plumes de la critique cinéma actuelle, et depuis à peu près 20 ans. Et Kaganski, il écrit bien, moi je ne remettrai jamais en cause son écriture, mais par contre, il a pris la technique de « je veux toujours créer la polémique ». Et donc, il sort du lot en tant que critique cinéma en créant régulièrement la polémique. Ce papier sur les séries était détestable à je ne sais même pas combien de points. Je rappelle qu'il avait dit aussi, et encore une fois, c'est un exercice critique, il avait dit que La vie est belle de Benigni était un film négationniste et que Amélie Poulain était un film pétainiste. Voilà. Et en fait, il réussit son coup parce que 20 ans après, je m'en souviens encore. L'exercice critique aussi, c'est ça. C'est aussi l'exercice de quoi ? Jeunet aussi s'en souvient. Jeunet aussi s'en souvient. Ouais, il faut pas les mettre tous les deux dans la même pièce. Mais l'exercice critique, encore une fois, il y a aussi qui fera la plus grosse polémique. Et c'est terrible parce qu'avant, Truffaut faisait polémique parce qu'il parlait de fond, en termes de critique. Le cinéma de papa, c'est resté.
c'est un de ses grands papiers, le cinéma de papa, enfin, toute cette génération-là, mais parce que c'était un débat de fond. Aujourd'hui, c'est un débat régulièrement sur la forme. Et c'est ça aussi qui montre, selon moi, la déperdition de la critique ciné et série. Pareil. Ouais, tu nous as tous calmés là. Non, mais je crois qu'on est de toute façon tous d'accord qu'il n'y a plus d'opposition presse-papier, critique Internet, enfin voilà, sauf pour quelques attachés de presse pour qui il y a encore du fétichisme du papier. Quand on leur dit que c'est pour le site, alors là ils sont déçus, ils ne peuvent pas faire leur revue de presse et tout ça, mais ça a disparu. Je pense qu'il faut séparer, le bon grain de livret dans la presse papier comme dans... Non, mais ça c'est strictement un calcul mathématique par rapport à la valeur publicitaire d'une page dans la presse, hein, parce que pour eux, pour les pardon, je recoupe, je suis désolé. Non, pas du tout, vas-y. Juste parenthèse, enfin pour eux, pour beaucoup d'attachés de presse, pour ceux qui voient vraiment leur métier comme un truc bête et méchant, ils sont pas tous comme ça heureusement, mais un article sur le film dont ils doivent faire la promotion dans la presse, c'est pour eux de la com, c'est une page de pub quoi. Et donc, il y a une valorisation publicitaire sur le papier qui est encore aujourd'hui largement supérieure à ce que c'est sur le web. Hein. Après, ça dépend du support. Mais c'est pour ça que très souvent, certains ont une préférence naturelle pour le, entre guillemets, prestige du papier par rapport encore au web. Et à la limite, je pense qu'il y a une proportion d'experts, puisque c'est quand même la notion clé de cette fonction, expertise sur le cinéma et sur les films, qu'il y a une plus grande proportion de passionnés et de vrais cinéphiles qui écrivent pour le net que dans la presse papier, où finalement il y a plein de gens qui s'improvisent critiques de cinéma, qui pourraient très bien parler d'autre chose, qui ne passent pas leur samedi soir à regarder du Bergman ou du Buñuel, hein, qui en ont jamais vu et qui peuvent être le ou la spécialiste cinéma de leur canard. Enfin voilà, c'est un autre type de discours sur le cinéma, mais ça existe aussi dans la presse papier. Et disons que voilà, écrire dans la presse papier n'est pas un gage d'avoir une expertise sans faille sur les films. Et je pense qu'il y a des gens très très pointus, même qui font ça sur Internet comme hobby. Et moi, je suis très admiratif des gens qui tiennent des blogs, qui font un autre métier, qui n'ont pas du tout la pression de gagner de l'argent, et c'est leur passion. Et ils écrivent et ils passent des heures à réfléchir sur les films, à corriger leurs textes et à rendre des choses vachement impressionnantes. Donc c'est quand même vraiment le vrai amour du cinéma. Il s'endort, Benoît, non? Et surtout, jusque-là, on a parlé d'Internet comme un peu le lieu on a parlé d'Internet comme le lieu un peu de café du commerce où tous les avis s'expriment. Mais il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est aussi un moyen de découvrir et de redécouvrir des œuvres qui sont justement pas au cinéma. On a parlé du turnover des films. Vous avez 12-15 films qui sortent par semaine aujourd'hui dans les salles françaises. Évidemment, vous avez, à part être critique et d'être payé pour le faire, vous n'avez pas le temps de tous les voir. Et encore même, je pense que même vous ne voyez pas tout. Je pense que personne ne voit tout, en fait. C'est une assez bonne question sur qui arrive à voir les 600 films qui sortent chaque année en France en salle. Voilà, ça fait 2 films par jour. Donc c'est faisable, mais c'est un peu dur, je pense. 27 semaines. Voilà, donc 27 cette semaine, vous voyez, c'est énorme. Et clairement, voilà. Et Internet, ça permet aussi de sortir de cette temporalité de la sortie du mercredi 14h. Ça permet de s'intéresser à des œuvres aussi beaucoup plus anciennes. Et c'est moi, grâce à des blogs, que j'ai retrouvé, que j'ai découvert certaines pépites du cinéma français des années 20, des années 30, aussi du cinéma américain, de genre aussi. Il y a des blogs entiers consacrés à des films de genre, de cinéma bis aussi. Pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et donc, ça permet de faire découvrir à des passionnés néophytes des choses que, malheureusement, la critique, disons la critique commerciale, n'a plus vraiment le temps parce qu'il y a déjà tellement de sorties chaque semaine, chaque mois, que pour tous les traiter dans les cahiers critiques de Première ou de Studio Ciné Live, il n'y a plus vraiment le temps après de parler de ce qu'on appelle le cinéma de patrimoine. Aussi, qui en plus lui-même bénéficie de nombreuses ressorties maintenant, de plus en plus nombreuses chaque mois, voire chaque semaine, et que voilà, il y a aussi ce phénomène. Benoît l'évoquait aussi tout à l'heure. Bah oui, il y a des sites plus ou moins pirates où on peut redécouvrir des pépites, des films introuvables ailleurs. Il y a vraiment des films qui sont disponibles
même si vous voulez l'acheter, même si vous voulez dépenser 20 € pour un DVD, certains films ne sont plus édités, ne sont plus trouvables, et vous pourrez les trouver que sur le fichier de tel ou tel forum très spécifique. Donc, il ne faut pas oublier qu'Internet aussi a permis à une certaine cinéphilie moins mainstream, plus pointue, de se développer et de s'épanouir. Et je trouve que c'est important de le mentionner, même si on s'éloigne un peu du métier de critique proprement dit. Non, on ne s'éloigne pas du tout. Un film qui est projeté, qui est pas projeté, en fait, quelque part, c'est un film qui meurt. Tu vois, donc il faut continuer à le projeter ou en parler pour que d'autres personnes aient envie de le voir, donc que le film soit projeté. Juste pour prolonger, moi j'adore voir des films. Alors j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'Adopi ici, ça va aller. J'adore voir des films en fait qui ne sont pas distribués en France pour pouvoir justement en parler. Ça a aussi cette ambition-là. Moi, je voulais aussi. On m'a parlé d'attaché de presse. Ça m'a fait penser aussi que maintenant, la critique en fait est devenue un outil de promotion avec toute la pression que ça a sur justement la critique. La critique, en fait, et c'était aussi les citations sur les affiches. Une critique est un outil de promotion quasiment. C'est une déviance dommage. Et les attachés de presse, comme les critiques, entre guillemets, ont évolué, on va dire, avec le temps. Maintenant, l'attaché de presse, je ne généralise pas, il y a des attachés de presse super, il y en a que j'aime beaucoup en plus, vraiment, mais je vais un peu caricaturer. Parfois, des attachés de presse ont trop tendance à remplir des cases. J'ai fait 10 médias, donc j'ai rempli ma mission. Non, qu'est-ce qui a été publié, comment ça a été publié, qu'est-ce qui a été écrit, quel a été l'échange. C'était ça à l'origine d'un attaché de presse aussi. C'était de choisir les bons médias et pas d'influencer ce que la personne va dire, mais de faire en sorte qu'on parle du film et pas n'importe comment. Et de la même manière que donc les critiques quelques critiques sont devenus des bras armés de la promotion. Allociné, enfin quelque part d'une certaine manière on fait partie. Des bras armés de la promotion, les attachés de presse aussi maintenant conçoivent leur travail et la critique aussi comme un outil de promotion. Et ça peut aussi donner quelques pressions parfois qui sont un peu gênantes pour la critique justement. Ça n'est que mon avis. Mais d'ailleurs, à ce titre, est-ce que les blogueurs critiquent cinéma, je pose la question tout en sachant que la réponse est ni oui ni non, et quelque part entre les deux en fonction des cas, mais est-ce que les blogueurs cinéma, les blogueurs critiques cinéma, sont plus malléables, entre guillemets, par l'appareil promotionnel qui organise la promotion d'un film, sont-ils plus malléables que des critiques professionnels de presse écrite qui gagnent leur vie, qui sont payés et qui eux gagnent leur vie? Tu vas être surpris par ma réponse. Oui et non. Oui, mais voilà, c'est un vrai problème parce qu'on sait que de toute façon, tout l'univers de la communication autour d'un film et les professions qui sont chargées avant tout de faire la publicité du film, toute cette sphère de la communication, avant même Internet, avant même l'explosion d'Internet déjà, elle a tendance à prendre de plus en plus de pouvoir, à prendre de plus en plus de poids. Et j'ai l'impression que le rapport de force vraiment avec les journalistes critiques est de plus en plus en défaveur de ces derniers. En raison évidemment notamment des problèmes abyssaux que rencontre la presse écrite en général et cinéma en particulier. Et dans ce contexte-là, les blogueurs cinéma, qui sont des passionnés pour la plupart, ils ont un rôle vachement important à jouer et qui est en même temps à double tranchant, puisque en effet c'est une position difficile à jouer parce que ils sont invités dans les projections, de presse, et ces invitations sont gérées par des agences spécialisées dans la communication sur le web, et on a l'impression, même si rien n'est dit explicitement, qu'en gros il y a un donnant-donnant qui est ok, on t'ouvre les portes d'une projection, tu viens voir un film en avant-première, c'est génial, en plus tu as des goodies, et en plus on t'invite dans des soirées, mais sois sympa quand même, le film tu le défonces pas trop s'il te plaît. Et même si ça c'est jamais dit explicitement, apparemment moi j'ai entendu alors ça peut l'être en plus dit explicitement, merci de confirmer, de confirmer, et même si c'est pas dit explicitement, moi j'ai eu des échos en effet de blogueurs cinéma qui
qui rapportent qu'ils n'ont plus été invités par telle agence qui les invitait avant parce qu'ils avaient défoncé le film qu'ils avaient été voir. Oui, c'est pareil pour la presse papier. Oui, ça a oui, tout toujours à fait. été quand même, Mais jusqu'ici, moi, mon raisonnement était de me dire qu'a priori, les magazines professionnels étaient entre guillemets, mieux armés qu'un blogueur qui est tout seul dans son coin et qui n'a aucune structure derrière lui, était mieux armé pour apporter un peu de résistance à ce système-là. Je me doute bien que c'est un peu aussi une douce utopie et que même la presse écrite, surtout compte tenu de son état actuel, elle a tendance un peu à courber les chines face à l'appareil promotionnel et la machine des distributeurs. Juste une anecdote pour rebondir par rapport à ça, mais par exemple, vous savez que le film 50 nuances degrés va sortir mercredi. Ils organisent une projection de presse unique la veille, le mardi matin, et les journalistes présents doivent s'engager à ne rien faire filtrer sur les réseaux sociaux et sur le net avant mercredi matin, lors de la première séance. Donc voilà, ça a changé aussi les comportements de la part de l'industrie, que cette explosion de lieux possibles où on peut voir des choses sur un film attendu et bon, sans doute décevant, mais voilà. Mais les liens entre les distributeurs et la presse en cinéma, ils sont effectivement toujours sur le fil. Et on n'a pas eu en cinéma, il me semble, encore un Doritos Gate, qui est un peu le scandale qui a eu lieu, je crois, il y a 2 ans, dans le jeu vidéo, en fait, dans la presse jeux vidéo. La presse jeux vidéo, vous savez, elle est en plus phagocytée par des énormes sites type jeuxvideo.com. Il y a les mêmes aussi aux États-Unis. C'était un scandale américain et qui... en fait, a révélé, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que je les faisais plus forcément en tête, mais qui a révélé des liens aussi de cadeaux et d'échanges entre ces gros sites et les éditeurs de jeux. Donc forcément, pour tester le nouveau jeu qui va sortir, ils vous envoient une console avec. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une 4e PlayStation 4 ? Non. Et puis surtout, on ne vous la prête pas. Enfin, il y a certains distributeurs, même en France, qui vous disent vous nous la rendez après avoir testé le jeu. Puis en fait, ils ne vous la réclament pas. Donc c'est un cadeau non officiel, vraiment un cadeau officieux, mais qui vaut en plus, sur certaines consoles, plusieurs centaines d'euros ou de dollars. Et il y avait aussi des voyages de presse. On vous invite à Londres ou aux États-Unis pour voir tel ou tel quelques minutes du jeu. Il y a ça en cinéma un peu. Il y a de plus en plus de distributeurs qui invitent des journalistes français à traverser l'Atlantique pour aller voir 20 minutes d'un film et puis s'amuser dans un ranch pour rencontrer Gore Verbinski, on ne va pas le nommer par exemple. Mais il y a ce côté, et puis un peu plus proche de nous, il y a ces fameuses projo-blogueurs, où les projo-blogueurs, elles sont parfois un peu différentes des projo-presse classiques, et où on leur met sur chaque siège un sac avec le dernier comics du super-héros dont le film va être projeté, une petite figurine, etc. Et c'est des choses qui sont forcément appréciées, puisque quand vous êtes invité à une projo, vous avez un cadeau, ok, vous êtes content. Et donc souvent, les blogueurs qui sont des bénévoles et qui ne sont pas des professionnels sont aussi très contents de ça. Ils font un tweet où ils prennent en photo leur cadeau. Souvent, il y a pas mal de soirées, on voit souvent les mêmes tweets tomber avec ce même genre de photos. Et est-ce qu'ils s'en rendent compte ou est-ce qu'ils ne sont pas dupes ? Est-ce qu'ils jouent le jeu distributeur ou pas ? Et voilà, j'ai encore un ami qui est aussi blogueur qui a reçu le coffret intégral de Breaking Bad, le Super Baril avec les 5 saisons. Évidemment, il était super content. Mais en même temps, ce cadeau-là, offert par le distributeur, envoyé à son adresse, clairement, il induit quelque chose. Ça serait bien d'annoncer, au moins sur son blog, d'annoncer la sortie du coffret DVD, quoi. De faire un petit tweet qu'il prend en photo, de faire une photo Instagram. C'est ce qu'il a fait. Et pourtant, il est loin d'être bête et il est loin d'être justement dupe de ce jeu-là. Mais clairement, ça rentre et c'est intégré dans les mécanismes. Et voilà, il n'y a pas eu encore de scandale comme dans le milieu des jeux vidéo, mais c'est une vraie question à se poser sur l'indépendance de toute cette presse qui, en plus, est de plus en plus privilégiée aussi par les distributeurs et les attachés de presse. Parce que même si, Philippe, tu disais que le papier est encore valorisé en termes de recettes publicitaires, clairement, aujourd'hui, Première, le magazine Première mensuel, il est édité à 50 000 exemplaires, en comptant les abonnements. Oui. Or, Allociné, c'est des millions de pages vues par jour. Donc, il y a clairement des blogs et des journaux qui ne sont plus du tout... en plus, comparable, le prestige et la valorisation est toujours du côté du papier. Par contre, le nombre de vues, de lectures, il est clairement aujourd'hui du côté du web. Il y a certains blogueurs bénévoles qui ont 100 000 ou 50 000, 100 000 visiteurs uniques. Je ne sais pas où on est le Daily Mars, mais...
Nous sommes à 6 millions de visiteurs uniques par mois. Allociné, Par jour. Allociné, on est à 60 millions. Je déconne, c'est pas vrai. Tous les Français, quoi. Tous les Français, tous. Allez-y tous, tout le temps. Non, mais juste, ça c'est vicieux, c'est pervers. C'est un mécanisme qui existe depuis 5-6 ans, réellement, que nous on a vu, hein, on a vu passer, on l'a dénoncé, qui est parfois effectivement tellement vicieux qu'en fait, effectivement, être invité à ça participe du plan de com et ça participe aussi du polissage de leur papier, vraiment. De l'autre côté, les journalistes, comme nous, quand on est invité, par exemple, pour voir, invité d'ailleurs, tu vois, le lapsus, tu vois, non, on n'est pas invité à une projo presse, on va normalement à une projo presse, c'est notre travail. Mais on est invité, voilà, comme ça. On doit signer parfois des papiers du style je m'engage, Thomas Détouche, à ne pas parler du film avant telle date, machin, etc. Et les embargos, c'est ce qu'on appelle les embargos. T'as pas le droit de. Alors, ne pas publier un papier avant une date précise, je trouve ça un peu relou, mais bon, ok. Maintenant, les embargos, c'est vraiment relou, hein, parce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le droit de parler de ce qu'on veut au moment où on veut. Et c'est pas un organe de presse qui me le dit, c'est un organisme de communication qui me le dit. Donc déjà, c'est déjà pervers. Mais les embargos sont de plus en plus intrusifs, de plus en plus complets, de plus en plus généraux, de plus en plus précis aussi parfois. Et qui intègrent effectivement les réseaux sociaux. J'ai comme ça un exemple. Faire une interview, ça participe aussi de la critique, hein, parce qu'on interviewe les cinéastes, ça permet de comprendre le film, etc. Peu importe. Et il m'est arrivé d'avoir des embargos où on me disait tu n'as pas le droit de poser des questions sur ça, ça et ça. Si je signe, j'ai pas le droit de parler au cinéaste ou à l'acteur ou à l'actrice de tel sujet. Voilà, ça va jusque là et ça a un impact donc sur la critique, réellement sur mon travail journalistique et de mes petits camarades aussi. Est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas? Pour le moment, moi j'ai toujours refusé de signer un embargo. J'ai aucun mérite à ça, hein. Mais j'ai jamais signé un embargo où on m'empêchait de parler d'un sujet. Voilà. J'ai signé des embargos où on me disait t'as pas le droit de publier avant tant. Bon, c'est un moindre mal, c'est un mal quand même. Mais en tout cas, on m'a jamais interdit. J'ai jamais accepté qu'on m'interdise de parler d'un sujet. Et dans les nouveautés aussi, il faut dire que certaines projections de presse maintenant ils prennent les téléphones portables à l'entrée avec un numéro pour récupérer. Il y a tellement de mecs d'internet maintenant qui viennent dans les projections de presse qui sont capables de filmer et mettre des extraits du film, donc forcément. Mais non, ça a changé beaucoup les comportements. Mais ce que je voulais dire pour relativiser, pour parler aussi de l'exemple de Bref, où donc il y a le magazine et le site, dont je m'occupe plus particulièrement, c'est que si on voit les chiffres de consultation des pages et des différentes actus, les critiques par exemple de films en DVD ou de choses comme ça, c'est ce qui est le moins regardé. Et par contre, vous allez publier quelque chose sur un appel à candidature ou un concours de scénario ou je sais pas quoi, ou un palmarès, il y a 10 fois plus de gens qui iront voir. Donc ça, c'est un constat un petit peu pessimiste, mais le texte critique attire quand même moins. Je sais pas, peut-être que ça nécessite une concentration supplémentaire et voilà, que les gens n'ont pas le temps d'y consacrer du temps, mais c'est... Je pense qu'en fait, la critique, comme moi je l'entends, et encore une fois, je suis pas snap, c'est un truc en fait qui demande un engagement réellement, et pas juste de zapper. Si je vais sur un site qui publie de la critique, je sais que c'est un site et je vais sur ce site-là parce qu'il fait des critiques. C'est vraiment moi qui ai volontairement cet engagement pour lire cette critique, qui va me prendre du temps, qui va me demander de la réflexion, etc. Voilà. Si j'achète un journal pour lire une critique, c'est parce que j'ai acheté le journal pour lire cette critique-là. Voilà. Il y a peut-être cet acte volontaire et d'engagement qui est parfois un peu trop absent. Paradoxalement à tout ce que je viens de dire, en fait, tout ce qu'on a dit même ensemble depuis le début, peut-être que lire une critique de cinéma, c'est quelque chose aussi intime et personnel et assez individuel, parce que justement, Thomas arrête pas de dire qu'il a des auteurs de critiques comme ça qu'il va lire et qu'il aime lire et qu'il aime passionnément. Et clairement, il le partage peut-être pas avec tout le monde et que c'est quelque chose d'assez personnel qui te touche. A priori, la lecture de ces critiques-là, elle te touche intimement d'une certaine manière. Et c'est qu'un bien, c'est pas forcément c'est plus une intuition, c'est pas du tout fondé sur des chiffres, mais je me dis que une critique aussi un petit peu rigoureuse, longue à lire, ça se partage aussi moins sur les réseaux sociaux que un texte marrant un texte qui va démonter qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, une interview ou un appel à cours ou un appel à projet. Ça se partage moins sur les réseaux sociaux et donc du coup par ricochet, c'est aussi un peu moins vu, je pense. Alors, entre critique et avis, à vous, j'envoie le micro dans la salle
Et du coup, à vous de participer à la conversation. Bonsoir. Moi, je voudrais juste vous préciser, vous parlez excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. C'est juste, vous parliez de l'argent, en fait, et le fait de payer des espaces publicitaires, que ce soit sur Allociné, dans Bref, ou comme ça. Comment est-ce que vous réussissez à la fois encaisser l'argent des gens qui vous achètent des espaces et rester complètement objectif face aux critiques que vous devez écrire. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste comment est-ce qu'on fait. Moi, c'est vite fait parce que sur le Daily Mars, on n'a pas de pub. Hein, donc voilà, le Daily Mars, c'est un site complètement, pour l'instant en tout cas, qui n'a pas de modèle économique. C'est un site 100% bénévole et donc on n'a pas de pub. Donc la liberté, elle est vraiment totale. Alors, c'est une très bonne question qu'on n'a jamais posée. À longueur de commentaires dans les forums, il y a marqué « vous êtes des vendus ». Hein, donc ça fait 10 ans que j'y travaille, ça fait 10 ans que je lis des trucs comme ça. Donc je vous remercie déjà de poser la question. Déjà, c'est géré par 2 services différents. Et il n'y a pas de porosité entre les deux. Ça peut parfois être un peu surréaliste, hein. Non mais vraiment, parce qu'il va y avoir un truc en affichage et puis il va y avoir un autre truc qui est quasiment... Enfin bref, ça peut donner des trucs un peu absurdes et surréalistes. Ceci étant dit, on a de la pression toutes les semaines de distributeurs et d'annonceurs sur ce qu'on publie, la manière dont on le publie, mais aussi, et là c'est là où ça devient beaucoup plus pervers, sur les critiques presse et les critiques spectateurs. Un exemple. Un film sort et le distributeur, le mercredi, le jour de sortie, dit « la note presse, elle est trop basse ». Il y a un autre film qui sort dans 2 mois, j'aimerais bien faire un truc avec vous. On le prend comment? Comme une menace, a priori, c'est ça, c'est une menace. Qu'est-ce qu'on fait? On discute. On discute. De mémoire d'Allocinéen depuis 10 ans, je pense que j'ai un seul exemple où en fait ça a vraiment été beaucoup trop chaud, donc on a, je crois, coupé les commentaires sur un film. Voilà. Donc on y arrive. Et ça existerait des faux commentaires comme il y a des faux Facebook. Il y a des agences qui sont créées comme ça. Donc ça existe. Il y a des agences qui sont créées pour faire remonter une note ou pour faire baisser la note d'un concurrent, c'est encore plus pervers. Et il y a des agences qui sont payées pour poster des commentaires. Et il y a même un autre truc qui est nouveau, et après je lâcherai le micro. Il y a quelques mois, il y a un film qui s'appelait Christéros, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Christéros. Et le mouvement de Madame Boutin, en fait, s'est pris de passion pour ce film, ce qui est très bien. Si elle est cinéphile, c'est très bien. Et elle a demandé, en fait, à tout son mouvement, j'expliquerai pour quoi la note est basse ensuite. Voilà, c'est pour ça. En fait, elle a demandé à tout son parti, en fait, tous ses adhérents de poster des notes de 5 étoiles. Ce qui fait qu'en fait, Christéros, pendant 2 jours, est devenu le plus grand film de toute l'histoire du cinéma sur Allociné. Je ne déconne pas. On a vu ça grâce à Twitter. Parce que sur Twitter, on voyait Christéros passer... Non, mais c'est parce que tu parlais de réseaux sociaux, c'est pour ça. On a vu ça grâce à Twitter. Enfin, je l'ai repéré, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai repéré grâce à Twitter. Donc, on peut aussi, effectivement, pervertir le système avec les notes. Ce qui fait qu'en fait, Christéros, donc, qui n'a plus de notes, parce que ça n'avait plus de sens de donner une note. Il n'y avait pas de critique presse, hein. Il n'y avait que des critiques spectateurs. Mais on a fait sauter la critique spectateur, parce que ça n'avait plus de sens, donc voilà. Voilà. Merci Madame Boutin. Grande cinéphile. On est très, très ouvert aux questions. Par rapport aux pubs dont vous parliez tout à l'heure, on n'avait aucun droit de regard sur les phrases, les mots qui sont extraits de vos critiques, enfin de vos commentaires. De toute façon, on n'a aucun, on nous prend pas nos critiques et nos commentaires. Alors de toute façon, j'aimerais bien. Moi. Alors, là aussi, c'est non, oui, peut-être. Non, enfin, non, on n'a pas de droit de regard. Mais en fait, si, on a quand même le droit de regard. Il nous
Alors, si, en fait, mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de cas. Des fois, moi, je découvre une citation d'Allociné sur une affiche. J'étais pas au courant. Je suis content qu'il le fasse, hein, mais j'aurais préféré qu'on me demande avant. Et en plus, je demande ensuite le lendemain, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette phrase. C'est pour ça que je vous ai dit que parfois, ça venait des commentaires. Parce que... C'est vrai. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, les distributeurs parfois nous demandent à nous, et ça arrive à d'autres médias aussi, de pondre une phrase pour eux. Paramount m'a dit t'as vu le nouveau Star Trek, est-ce que tu peux me donner une citation? Et donc on leur fait une citation qui est normalement à l'image de ce qu'on pense, parce que c'est pas, si j'avais pas aimé Star Trek Into Darkness, je vais pas écrire une phrase ensuite sur Star Trek Into Darkness qui est dithyrambique, ça n'a pas de sens. Mais parfois on nous commande des critiques, et parfois non. Parfois on nous prévient, parfois. Il n'y avait pas de critique justement, enfin que les journalistes d'Allociné, je me trompe peut-être, ne pouvaient pas exprimer d'avis critiques explicites, je veux dire. Donc du coup, ils les prennent où les... Si, on peut exprimer un avis critique, positif. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, Allociné n'a pas vocation à détruire un film. Allociné, c'est pas un site purement critique, dans le sens purement critique tel que je l'entends. Ensuite, je te mets au défi d'écrire un papier sur un film avec un tant soit peu de cœur qui ne dénote pas ce que tu penses du film. Répéter cette phrase. Il est quelle heure? Tout s'explique. Il est 19h30 et il est vendredi. Non, si tu écris un papier ou tu fais une interview, ou si tu as même l'idée d'écrire un article ou de faire une interview sur un film, c'est qu'a priori, soit tu détestes le film, et parce que là, tu es sérieusement pervers, soit c'est parce que tu as aimé le film et que tu le défends de cette manière-là. Premièrement. Deuxièmement, si on peut donner notre avis sur un film, la seule limite pour le moment qu'on a chez Allo, c'est de ne pas donner un avis critique qui descend le film. Voilà. Mais on ne fait pas a priori de la critique. C'est pour ça que je ne fais pas de critique sur Allociné, mais que j'en fais en partie chez toi, mon grand. Et j'en suis arrivé parce que tu le fais très bien. Lisez le Daily Mars. Oui. Oui, non, je sais plus ce que je veux dire. Non, mais sur toutes ces histoires de notes, enfin, je fais mon vieux con une fois de plus, mais les histoires d'étoiles et de petites citations comme ça qui sont isolées du reste, ça devient même contre-productif en fait, puisque, enfin voilà, par exemple, je sais pas, pour prendre l'exemple récent de Foxcatcher qui s'affichait dans le métro partout avec cette citation décaillée, encore eux, un film d'une ampleur considérable, je sais pas, d'une grâce infinie, d'une ampleur considérable. Et franchement, enfin, on y va, on croit qu'on va voir, je sais pas, la porte du paradis. Et, enfin, moi, j'ai été super déçu, malgré la bonne réputation, puisqu'il a que des bonnes notes sur Allociné en presse. Et moi, je me demande si ouais. S'il n'y a pas cette tentation du raccourci, les top 10, les étoiles, et où on n'est plus dans un discours critique, on est dans de l'évaluation, presque des notes comme à l'école, quoi. Donc regardez, la vache, c'est... Mais non, il y a des mauvaises notes, regarde, il y en a 3. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est la voix du Nord. Hein. Et alors pourquoi dans il n'y a pas de sites qui sont référencés Ah si. Si. 35 critiques. C'est pas comme si on n'avait pas été exhaustif. D'accord. 35. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il y en a quelques-uns, d'accord. Non, mais c'était pour provoquer un peu. Mais après, cela dit, c'est redoutable, puisque 15 ans après, dans les moteurs de recherche, on trouve des extraits de textes qu'on a fait qui sont encore répertoriés dans Allociné. Hein. Ça reste à jamais. Donc si on s'est trompé complètement sur un film, on peut vraiment avoir l'air bête. Je m'inscris en faux là-dessus. Et Dieu sait que tous les mercredis, on a des appels des distributeurs, comme je le disais, mais aussi des journaux, des sites, etc., qui nous disent « Je ne suis pas d'accord avec l'extrait que vous avez sélectionné, est-ce que vous pouvez le changer ?» Ou « Est-ce que vous pouvez corriger la faute que vous avez fait ?» machin, etc. Sachant que c'était du copier-coller parfois. Bref. Non, ça, on peut toujours revenir là-dessus. Une publication peut même demander, en fait, à n'avoir que sa note, mais pas un extrait du texte, mais un lien direct vers la critique. On est assez flexible, on est peut-être un peu trop flexible d'ailleurs là-dessus, je pense. Mais bon, ça n'est que mon avis, encore une fois. Non, mais c'est en plus intéressant comme justement le travail d'archive que vous faites de la critique cinéma. Alors ça, je ne sais pas quelles sont les plus vieilles, c'est du début du site, j'imagine qu'avant il n'y a peut-être pas. Donc peut-être 15 ans de critique même en extrait, alors qu'il y a certains sites qui ne mettent plus en ligne aussi longtemps leurs propres archives, etc. Ou certains même magazines papier qui n'ont pas du tout de site internet, ou à part pour vendre des abonnements, ou en tout cas il n'y a pas les critiques dessus, c'est quand même intéressant. Et puis aussi de voir l'évolution de la réception d'un film.
Je pense récemment à John McTiernan qui est venu à la Cinémathèque en septembre dernier. Quand on ressort certaines critiques de ces films des années, c'est le cinéaste de Die Hard entre autres, des années 80-90. Clairement, il y a pas mal de journalistes en France qui sont passés à côté. C'est un euphémisme. Et donc aujourd'hui, le voir célébré à la Cinémathèque, c'est aussi une évolution de la réception du film. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est d'admettre que parfois on s'est trompé sur un film, on n'a pas réussi à le voir, on était mal luné, on n'avait pas envie, et puis on le redécouvre. Et comme d'ailleurs tout spectateur, là c'est le droit le plus clair de se dire on a changé d'avis, ou alors même j'ai évolué, et donc mon regard sur le film a évolué. Et qu'il y a vraiment que les imbéciles qui changent pas d'avis, et je pense que c'est intéressant d'avoir ce travail-là d'archivage. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il peut exister un modèle économique autre que celui de grands médias avec journalistes professionnels et payés et blog bénévoles de passionnés? Est-ce qu'on peut rêver d'un Daily Mars avec abonnement, justement? Est-ce que c'est... Il y a quelqu'un dans la salle là qui pourrait répondre peut-être mieux que moi à cette question, parce qu'elle travaille pas mal sur cette problématique. C'est très compliqué lorsqu'on est un pure player, comme on dit, à savoir donc un site qui n'est pas l'émanation web d'un titre de presse déjà existant. C'est très compliqué d'être un pure player pour parler du Daily Mars, qui a commencé comme un blog, et qui techniquement d'ailleurs est toujours un blog, même si vraiment nous on revendique vraiment une identité de web magazine culturel, mais c'est très compliqué de trouver la formule magique qui permettrait de faire rentrer des sous et de trouver un semblant d'équilibre économique, enfin un semblant de modèle économique, sans pour autant être évidemment halluciné. Il y a vraiment en effet diverses solutions qui sont envisagées. On a eu pas mal de discussions sur ce sujet. Julia, je ne sais pas si je peux t'identifier dans la salle, je sais que tu voulais être discrète. Julia, qui fait partie de l'équipe du Daily Mars, et qui est la conscience, qui est vraiment la conscience à la fois économique et organisationnelle du site, quand moi je suis un petit peu bordélique. Julia a réfléchi beaucoup à toutes les solutions qui étaient possibles pour un site comme ça. C'est un work in progress. La solution de par abonnement, par exemple, moi je ne suis pas convaincu par cette solution-là concernant le Daily Mars, parce que j'estime qu'aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, il faudrait que ça serait peut-être l'objet d'un autre débat où là Julia viendrait apporter ses arguments certainement mieux informés que les miens. Mais moi j'ai l'impression à ce jour qu'un site comme le Daily Mars n'a pas la proposition adéquate pour justifier un abonnement payant comme le font des sites comme Mediapart ou le site de Schneiderman, Arrêt sur image. Mais je me trompe peut-être. Je ne dis pas que j'ai pas de religion, c'est pas un avis comme ça à trancher. On réfléchit à diverses solutions. Le rêve de tous les blogs culturels qui ont envie d'évoluer vers un vrai site culturel et qui serait vraiment un site qui aurait un modèle économique. Le rêve de tous ces sites-là, et c'est vrai que nous, c'est une ambition au Daily Mars, c'est en effet d'arriver à trouver de quoi au moins donner une valeur payante aux articles que font les rédacteurs très compétents et vraiment très doués qui collaborent à ce site, rémunérer leur travail, faire en sorte qu'ils ne travaillent plus pour nous gratuitement. C'est vraiment une solution qu'on essaye de trouver. Moi, je ne suis pas persuadé que ça passe par l'abonnement, mais quand on parle d'abonnement, il peut y avoir plein de solutions diverses et variées. Voilà, on y réfléchit, on n'a pas encore trouvé la solution. Je sais pas ce que nous dira l'avenir, mais voilà, j'espère que dans l'année qui vient, on aura trouvé quelque chose, quoi.
En parlant d'arrêt sur image, il y a justement le site Hors Série. Je crois que Benoît, tu peux y aller, c'est hors-série.net, je crois, qui est affilié au site Arrêt sur image et qui propose de la critique filmée, réalisée par 4 critiques qui s'avèrent être des femmes, d'ailleurs, et qui propose des entretiens longs, fouillés, et donc par abonnement, donc à l'acte par mois ou à l'année. C'est 2 fois moins cher si vous êtes déjà abonné en plus à Arrêt sur image. Et elles ont lancé ça l'année dernière, il y a un peu moins d'1 an, via une campagne de crowdfunding au départ, qui peut être aussi un moyen de financer une partie de l'évolution d'un site, par exemple. Et c'était du crowdfunding en pré-achat, en fait. Donc au lieu de, vous donniez 20, 30 ou 40 euros, et la contrepartie, c'était pas un badge ou un t-shirt, c'était un abonnement d'1 an à l'accès à tous ces entretiens. C'est ce que des blogs comme Playlist Society a fait aussi, justement pour financer la création de la maison d'édition reliée au site dont je vous parlais tout à l'heure, avec pouvoir auto-éditer 1 ou 2 ou 3 premiers romans, enfin premiers pas romans mais essais, pardon. Évidemment, c'est pas une solution pérenne pour la monétisation, mais ça peut être un point de départ vers une autre solution, une solution de transition aussi. Et c'est pas inintéressant en tout cas ce que hors-série.net fait. Et ce qu'ils font aussi, c'est que parfois certains jours sur les réseaux sociaux, ils annoncent que tel entretien est gratuit. Ils l'ont mis en libre accès, et c'est comme le même principe qu'Arrêt sur image ou le monde.fr va mettre certains articles parfois gratuitement tel jour en fonction de l'actualité, et puis le lendemain ils le remettent en payant ou en accès restreint. Ça permet aussi de découvrir d'une manière gratuite un des contenus du site, et puis en plus si vous avez envie de prolonger, d'aller voir les autres entretiens, de payer pour le reste. Et l'abonnement suppose d'être quand même suffisamment, surtout un abonnement pour un média culturel. C'est le seul exemple que je connaisse hors série. Ça permet d'être, et en plus vraiment critique cinéphile là pour le coup. Il faut être donc convaincu que le contenu est fait pour vous, d'avoir le temps de regarder plusieurs entretiens. Certains durent plus d'1 heure, donc aussi plusieurs entretiens par mois. Et il y a aussi la solution haute qui a été essayée par plusieurs médias généralistes, c'est celle du paiement à l'acte. C'est le même principe que la VOD à l'acte. Vous achetez un film ou la VOD par abonnement, vous payez 10 € pour avoir accès à tout le catalogue de Netflix ou de Canal Play. Il y a cette différence-là qui existe, mais qui est compliquée parce qu'aujourd'hui on est prêt à payer 1 € ou 2 € ou 3 € pour un article. Il faut que ça soit des longs formats, comme les journaux comme le New York Times font de plus en plus, vraiment des stories. Et là encore une fois, du coup ça en revient à la démarcation de la critique, et donc la démarcation aussi du contenu payant vs le contenu gratuit. C'est qu'est-ce qu'on propose pour pousser à payer l'utilisation. Le 4 heures fait ça aussi, le média d'information créé par des étudiants, propose un abonnement, mais c'est des longues stories, c'est des formats longs à lire, comme vous liriez un mini bouquin, quoi. Donc il y a une vraie question de qu'est-ce qui pousse les gens à payer sur Internet. C'est aujourd'hui une vraie question. Juste pour faire un tout petit complément, après je passe la parole pour ne pas la monopoliser. En dehors de l'abonnement payant du lecteur et utilisateur, alors ce que je veux dire c'est très utopique, hein, mais bon, je le dis. Si je vous ai bien écouté, ce qu'apporte le blog spécialisé, c'est d'aider un film à résister à l'épreuve du temps aussi. C'est que vous aviez dit que voilà, on va retrouver tel film et qu'on va pouvoir, alors qu'il n'est plus d'actualité et tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que des institutions publiques, alors je sais qu'aujourd'hui bon, c'est pas trop dans l'air c'est pas trop de moment, mais bon, des institutions publiques, parce qu'en fait là la critique de cinéma se rapproche finalement de l'historien de cinéma, c'est-à-dire que ça fait œuvre de souvenons-nous de ces travaux-là qui sont intéressants. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des aides pour des gens qui font ce travail quand même qui est fort, quoi, et qui aide les gens à se retrouver et à trouver des films qui vont leur parler et qui vont les émouvoir. Ah, je suis à fond pour avoir des aides, moi. Hein. Mais vraiment. Daily Mars aussi. Hein. Non, mais vous avez McDo, Mercedes, tout ça, vous avez quand même des gros annonceurs. Mais c'est des centaines de milliers de on n'est pas du tout sur le même plan, c'est ça. Nous, on est dans des niches.
Nous, on dépend de l'agence du court-métrage, donc c'est une association subventionnée. Et oui, si on est le seul magazine au monde traitant de court-métrage, c'est pas non plus l'opération du Saint-Esprit. C'est qu'il y a un système en France qui a un volontarisme politique du CNC qui subventionne l'agence et qui tient à maintenir le magazine dans des conditions d'un magazine privé. Il y a longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte. Donc, pour rebondir sur la question de la pub, nous, sur notre site, c'est des festivals qui lancent des appels, donc ils ont un intérêt aussi à ça, mais c'est des toutes petites sommes. Enfin, on est dans une niche où personne n'a de sous de toute façon. Donc voilà, inventer un modèle économique à ce niveau-là, c'est très très difficile, parce que même les gens qui auraient intérêt, qui sont dans notre champ éditorial, même éditeurs de DVD ou petites structures de distribution, préfèrent aller sur des sites où c'est des autoroutes, enfin au niveau de la consultation. Nous, on est vraiment dans des chiffres très modestes. Si 2000 personnes viennent consulter un article, c'est vraiment le nirvana pour nous. Donc voilà, c'est vraiment il faut remettre à leur place les chiffres. Enfin voilà, c'est là aussi la place du court-métrage par rapport au cinéma en général. Donc, ouais. C'était pour compléter en fait la réponse que vous aviez tous donnée, pour vous donner un peu d'espoir. En ce moment, on arrive à une période où en fait le revenu publicitaire sur Internet ne vaut plus rien. C'est-à-dire que toutes les bannières que vous voyez sur des sites, pas pour toi, mais pour les autres. Je veux dire, quand vous êtes sur un site et qu'il y a un bandeau publicitaire, ça ne vaut plus rien. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens utilisent AdBlock, et donc les sites qui sont gratuits, en fait, qui génèrent des revenus pour les sites Internet, en fait, ne génèrent plus de revenus. Donc en ce moment, on est à la croisée des chemins, et on croise un double chemin. Le premier, qui est que de plus en plus de sites doivent trouver d'autres moyens de se financer que la publicité, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers les distributeurs, qu'ils essayent de trouver d'autres solutions. Et aussi un autre courant qui vient de la presse magazine, où on se découvre une presse magazine qui, par exemple, va aller vers le trimestriel, va aller vers le mensuel, mais va ne pas parler de cinéma, comme Sofilm, par exemple, ne va pas parler de cinéma uniquement sur l'actualité, mais va vraiment chercher sur l'archivage. Donc en ce moment, on est vraiment sur une période un petit peu particulière où tout le monde est en train de flipper sur Internet, mais vraiment, et la presse commence à retrouver un petit peu des couleurs parce qu'il commence à trouver d'autres choses. Donc, de l'espoir pour l'avenir, trouvons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bah justement, Julia, la question des séries télé, qui me tient à cœur aussi parce que je suis une grande sériephile, il y a eu peu de revues séries sur les séries qui ont perduré. Il y a eu Générique, il y a eu plein de choses comme ça qui sont disparues dans les limbes de la presse écrite par justement manque de subventions et surtout de revenus. Et on lui souhaite un grand espoir. Et justement, il y a ce qu'on appelle un MOOC, donc contraction entre magazine et book, livre, qui sont des magazines souvent trimestriels ou semestriels, vendus en librairie et non plus en maison de la presse, qui se créent. Et il y en a un qui s'est créé sur les séries télé qui s'appelle Soap. Et je crois qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui a écrit dans le premier numéro. J'ai la chance d'écrire dans le deuxième. On ne sait pas combien de temps il va durer parce que pareil, si les ventes ne sont pas au rendez-vous, c'est au bout du troisième, je pense que le magazine disparaîtra parce que c'est le métier d'éditeur de presse qui coûte très cher. Le deuxième sort fin février. Normalement, il paraît qu'il sort le 20 février, mais je ne voudrais pas dire de fausses dates parce que ça m'a déjà été reproché. Mais clairement, voilà, il y a ce genre de... Ne pas confondre les MOOC, M-O-O-C et M-O-O-K. Les MOOC, c'est dans les universités. MOOK, c'est ce dont on parle. Je crois que Benoît ne savait pas écrire book, en fait, en anglais. Soap comme le soap opéra. Le savon qui a donné en lieu ensuite le genre du soap opéra. Bonsoir. Enfin, un petit complément d'information en fait, je pense pour le peut-être financement, on va dire le futur financement pour certains sites. Outre les systèmes de crowdfunding, on va arriver des systèmes plus, on va dire, de mécénat. Il y a deux sites qui viennent à l'idée, Patreon et Tipeee, qui sont en fait les gens, s'ils veulent, peuvent soutenir un site, un blogueur, un podcasteur ou ce que vous voulez, en disant je donne tant d'argent pour l'aider par exemple que son contenu reste gratuit pour tout le monde, et derrière il peut avoir
quelques informations en plus, etc. Un petit complément, on va dire, par rapport à quelqu'un qui voit le site gratuitement. Et donc on voit une nouvelle façon de voir le web, pas forcément par des pubs visibles sur le site, mais par un sorte de système de mécénat. Voilà. Patreon. Patreon, c'est le patron, en fait, c'est la version américaine, et Tipeee qui a été créé. Non, Patreon, O-N à la fin. Et donc il y en a qui réussissent à vivre du coup de ça. Et Patrick Béja, il fait pas partie de ces exemples justement. Si, moi j'ai un ami commun à Philippe, Patrick Béja, donc c'est quelqu'un qui a quitté son boulot et qui vit de ça maintenant. Il fait un podcast donc sur le milieu de la tech. C'est le rendez-vous tech. Le rendez-vous tech, voilà. Et il gagne donc assez d'argent pour pouvoir vivre de ça et de sa passion. Et avoir quitté son métier pour vivre à 100% de l'argent qu'il tire. C'est ça. Et du coup, son podcast reste gratuit derrière. Tout le monde peut l'écouter sans problème, mais il y a des gens qui mettent un peu de leur argent en disant je considère que il a le droit à un salaire en fait, et qu'il n'y a pas forcément besoin de rendre le podcast payant derrière. Et ça c'est grâce à Internet, on peut dire qu'Internet c'est super. Non, plus sérieusement, en fait ça fait vraiment partie des évolutions de diffusion. Finalement, c'est qu'avant, pour pouvoir vivre de son art ou de son podcast ou de son écriture, il fallait être employé ou commandé par une chaîne de télé ou par un organe de presse, etc. Il y avait vraiment un système de diffusion linéaire et surtout qui allait que dans un seul sens. Et aujourd'hui, et notamment grâce à Internet, et grâce à plus précisément ce qu'on appelle le web 2.0, donc l'émergence des forums, des blogs et ensuite des réseaux sociaux, qui a à peu près 10 ans, je pense, qui date de 2003-2004. Clairement, il y a cette diffusion qui est devenue circulaire, qui est devenue dans les deux sens, et où aujourd'hui, vous pouvez créer votre chaîne YouTube, et donc ça veut dire que ou votre page Facebook, et vous pouvez être diffuseur. Alors après, il s'agit de dire de quel contenu et de quelle est la pertinence et la qualité de votre contenu. Mais aujourd'hui, c'est que finalement, un YouTuber peut gagner beaucoup plus qu'un journaliste chez Allociné. Je ne sais pas combien tu gagnes, mais clairement, des podcasteurs, et on peut citer Norman ou Cyprien qui sont les premiers, mais il y en a plein d'autres, et notamment dans le milieu du jeu vidéo. La critique de jeux vidéo, c'est assez énorme. Squeezie, pour ne citer que lui, fait 70 millions de vues sur YouTube par mois. C'est le youtubeur français qui fait le plus de millions de vues. Et quand on sait que 1 million de vues, c'est à peu près 1 000 $, de manière sans avoir d'affiliation ni de partenariat, mais en global, on peut dire que son revenu mensuel, il est pas mal. Et donc, chacun peut devenir son propre diffuseur, réaliser ses propres podcasts avec plus ou moins de talent, plus ou moins de succès. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été rendu possible par la démocratisation des outils numériques et qui est assez intéressante sur la diffusion. Andy Warhol l'avait prédit, Internet l'a réalisé, c'est le quart d'heure de célébrité. Aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir sur Internet. Il peut être plus ou moins long, plus ou moins pérenne, mais c'est un peu dans cette optique-là. Mais quand même, comme le thème du débat était sur la critique de cinéma, je crois quand même que les notions d'éditorialisation et d'expertise sont quand même au centre des problématiques, comme pour les festivals, où il y a des festivals qui se préoccupent pas du tout de ça et qui tablent sur de l'actualité, du people, etc. Et que il y a la même dichotomie dans la presse papier et sur Internet, où les sites, comme le tien, comme on parlait de Bande à part, sont des sites éditorialisés, où je suppose que toi, ton rôle aussi est de trouver la bonne personne pour parler du film. C'est aussi un des problèmes de la presse papier avec les gratuits, on a oublié d'en parler, mais je regrette le mercredi, il y a des sorties de films où la personne qui écrit sur tel film n'a pas les compétences pour le faire. Moi, je reconnais aussi c'est pas parce que je suis critique de cinéma que je peux écrire sur tout. Je peux pas écrire sur Takashi Miike, dont j'ai vu 2 films alors qu'il en a fait 100. Il y a des choses, il faut être aussi honnête par rapport à ça. Et donc il y a une espèce de vulgarisation comme ça, et Internet et des sites bien structurés et éditorialisés pourraient apporter une nouveauté là-dessus et une pertinence supplémentaire qui se perd finalement dans la presse papier. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Moi, je pose la question de la légitimité. À partir de quel moment on est légitime ? Parce que c'est hyper compliqué, en fait.
non, mais on peut avoir vu énormément de films, mais pas nécessairement avoir l'analyse nécessaire pour être capable de le faire. On peut avoir lu énormément de livres, pareil, pour être capable d'analyser certains films et pas d'autres. À partir de quel moment un critique devient légitime? Non, parce que Non, mais c'est une vraie question. Hein. Enfin, je peux pas concevoir, par exemple, que quelqu'un écrive sur Les Nouveaux Sauvages en connaissant rien du film à sketch italien. Enfin, voilà, par exemple. Et moi, il y a certains films sur lesquels je préfère passer la main parce que je le sens pas. J'ai pas le background nécessaire. Et il faudrait que tout le monde ait un peu cette démarche. Hein. Je dis pas que c'est la seule, mais à mon avis, il y a un vrai problème là-dessus. Et il faut vraiment des gens qui éditorialisent et qui trouvent les bonnes personnes pour les bons films, etc. Quoi. Les rédacteurs en chef, ça sert à ça. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je vais répondre à ta question simplement. À partir de 35 ans. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait beaucoup d'études là-dessus, c'est 35 ans. Voilà. Autre chose? Ça va, d'accord. Tu dis, sinon. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous pour votre participation. C'était tout à fait passionnant. Et donc, à bientôt sur Internet, sur tous ces sites qu'on a vus. Merci beaucoup.